Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui je reçois un humoriste franco-belge. Je reçois Florent Lawson. Comment ça va? Mais ça va bien et toi, Régis? Mais ça va super bien. Au moment où je te parle, tu es en quarantaine au Québec. Est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi? Ouais, je suis dans une chambre d'hôtel qui est fort jolie, ma foi, mais qui est un peu solitaire. Puisque je vais tourner dans un film, une comédie, une coproduction belgo-québécoise qui s'appelle La Bataille de Faradar. La Bataille de Faradar, je sais pas le faire. Je sais pas faire l'accent. Et du coup, le tournage ici va durer pour moi 2 semaines, mais avant ça, je dois passer par une quarantaine de 2 semaines. Covid oblige. Et du coup, voilà, j'ai fait 3 jours dans un hôtel à Montréal, et puis là, j'ai bougé. Depuis une semaine, je suis dans un hôtel à Québec, et il me reste 3 nuits à faire avant la liberté. C'est dur. Là, on est un jeudi, et ma liberté arrive dimanche. Et ça fera 2 semaines. C'est un peu déprimant, parce qu'en plus, il fait beau ici. Et par la fenêtre, je vois les gens qui sont beaux, et qui marchent dans la rue, et qui profitent du printemps. Mais en vrai, c'est quand même chouette. Tu vas quand même pouvoir participer à un film au Québec. Non, c'est super, je suis super content. Trop content, c'est une super opportunité. Comment il t'a découvert pour ce rôle? Et ils m'ont vu dans une web-série belge qui s'appelle Les Anonymes. C'est des petites capsules, en fait, qui sont passées sur Internet de façon discrète, mais apparemment, les producteurs québécois sont tombés dessus. Et là, ils ont appelé les producteurs belges, qui s'appelle Octopods, ils les ont appelés, ils ont dit « Ah, il y a un gars de chez vous, on aime bien, on aimerait bien lui parler. » Et voilà, ils m'ont téléphoné, ils m'ont proposé ça, et j'ai trouvé ça chouette. C'est beaucoup de chance, en fait. C'est les Québécois qui sont tombés sur moi sur Internet, parce qu'ils cherchaient justement des Belges. Ils cherchaient un Belge, en fait. Il y a un rôle de Belge dans le film, et ils cherchaient activement, et ils m'ont trouvé moi. Mais, alors, je veux pas tout balancer, mais il y a le prod qui est très transparent et très sympa. Il m'a dit « Tu sais... avant toi, on avait pensé à quelqu'un d'autre. » Alors là, j'ai pas été trop vexé, hein. Et j'ai dit qui? Et bien, il me dit, je crois qu'on a pensé à un gars qui s'appelle Guise, quelque chose comme ça. J'ai trouvé ça drôle. Ah ouais, Guillermo Guise. Ah oui. Ah oui, dis donc, c'est sacrément connu, quoi. Ah ouais, il est plus connu que toi. J'ai fait, ah ouais. Et j'ai pas demandé pourquoi ça s'est pas fait. À mon avis, Guise n'avait pas le temps. Et du coup, chance pour moi, finalement. Mais c'est vraiment cool, j'ai hâte de voir ça. Mais ça, c'est la raison un peu officielle qui fait que tu as quitté le pays. On sait que la vraie raison, l'autre raison, c'est un débat qui a débuté il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du Cusco Gate? Mais c'est quelque chose, c'est assez terrible. Ça, c'est vrai que c'est la vraie raison pour laquelle j'ai quitté le territoire. C'est parce que il y a des gens qui ne veulent pas accepter le fait que Cusco soit le Disney le plus original et le plus drôle et le meilleur, tout simplement. C'est le meilleur Disney. C'est le meilleur Disney, c'est Cusco, hors Pixar, de tous les temps, et je le ressens sincèrement comme ça. Et du coup, j'ai fait un débat, un questionnaire, un référendum sur Instagram. J'ai posé la question, j'ai dit oui ou non, Cusco est-il réellement le meilleur Disney de tous les temps? Le non l'a remporté. Un peu comme pour le référendum pour le traité de Lisbonne en 2007, je m'en souviens très bien, j'ai ressenti la même chose que Sarkozy. Mais vraiment, je l'ai ressenti très mal. Le non a remporté. Et là, je me suis dit, d'accord, eh bien moi, je dis non à la Belgique. Et je suis parti sur un coup de tête comme ça. J'ai inventé cette histoire de film. Mais c'est vrai que ça m'a pas plu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Régis? Mais les gens sont pas prêts. Et le pire, Régis, et là, tu vas pas me lancer dessus, mais il y a 2 jours, j'ai un pote qui m'a envoyé la page Wikipédia de Cusco, que Cusco représente le début d'une longue période de disette créative suite aux années d'or que sont les années 90. Une longue période de disette créative. Cusco, de la disette créative. Et là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que Cusco, c'est un bijou de comédie. Et on sait tous que faire rire, c'est plus difficile que faire pleurer. On le sait, Régis. On sait tous, d'accord, le Roi Lion. On adore le Roi Lion. Tout le monde aime le Roi Lion. Moi aussi, je pense que le Roi Lion, c'est de l'or en barre. Mais le Roi Lion, ça a été plagié. Totalement plagié sur un manga japonais qui s'appelle Le Roi Léo. Et puis surtout, Le Roi Lion, ça joue sur des petites ficelles, des ficelles qu'on connaît, la mort du père. Non, mais c'est vrai. Des petites thématiques faciles, quoi. C'est des thématiques, en tout cas, qui sont très classiques. Alors que Cusco a réinventé un genre, a inventé un genre. Le héros de Cusco est un anti-héros. Le héros de Cusco, c'est un salopard. Cusco est un salopard à la base, et puis il évolue tout au long du film, et il devient quelqu'un d'agréable. Et puis le méchant dans Cusco, il y en a 2, c'est qui? Isma, qui est la femme, Isma, qui fait peur sans le faire exprès, c'est comme ça qu'on l'a décrit dans le film, elle fait peur sans le faire exprès, ça c'est très rigolo. Et puis surtout, il y a Kronk. Et Kronk, c'est son bras droit. Et Kronk, c'est le meilleur personnage Disney de tous les temps. En tout cas, le plus rigolo et de très loin. Tu vois qui c'est, Kronk? Je vois très bien, je me rappelais juste pas des prénoms des personnages. Ah, mais il est extraordinaire. J'ai vu ça il y a longtemps. En tout cas, voilà.
Le débat est lancé. Je suis désolé, je me suis un peu emporté, mais c'est chaque fois qu'on parle de Cusco, moi, ça me fait quelque chose. Je connais le film par cœur, du début jusqu'à la fin. De A jusqu'à... Moi, je peux te le faire. On a combien de temps devant nous? Mais vraiment, le film, il dure 80 minutes. Ton podcast, il dure plus que ça. Oh, il dure plus que ça, mais je voulais un petit peu revenir un petit peu sur ton parcours au passage. Le film, on peut le regarder, il existe. Si vous voulez, j'ai encore la cassette chez mes parents, je vous la prête si vous voulez l'écouter. Moi, je crois que je vais me créer un compte Twitch, très sincèrement, juste pour pouvoir regarder Cusco avec des gens et le commenter en direct. Et voilà, une fois par semaine, au moins. Ah ben je transmettrai le lien avec l'épisode, si possible, pour que tous les auditeurs puissent participer à ce débat. Commentez sur YouTube, dites-nous, est-ce que Cusco est vraiment un bon Disney, déjà simplement? Est-ce que c'est le meilleur Disney, peut-être? Dites-nous, on veut tout savoir. Je crois que Florent a vraiment envie de savoir. Il est plus passionné par Cusco que par son parcours, mais je vais quand même revenir sur son parcours. Maintenant qu'on a résolu cette sombre affaire, tu le sais dans le podcast, moi, j'aime remonter le temps avec mes invités. Donc toi, tu es né à Reims, tout comme le dernier invité du podcast, Kian Kojandi. Coïncidence? Je ne pense pas. Tu es né en quelle année? Je suis né en 1990, tu vois. Je suis né en France, mais je dis quand même 90. Très bien. J'ai vécu à Reims une seule année. Et après, mes parents, expatriés de fait, ils sont partis vivre un petit peu aux Pays-Bas. À Amsterdam. Je sais plus si c'est Amsterdam, Rotterdam, ça finit par Am. mais vraiment, mais c'est aux Pays-Bas, mais ils ont vécu qu'1 an là-bas. Et puis après, ils ont été à Bruxelles, en Belgique. Et du coup, je suis arrivé en Belgique, j'avais 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça. Et voilà, donc je suis français de fait, mais belge de cœur, très certainement. Mais Reims, c'est vrai que je suis né à Reims, et du coup, c'est une ville que je ne connais pas, mais pour laquelle j'ai beaucoup d'estime, parce qu'elle m'a accompagné sur mes cartes d'identité depuis que je suis tout petit. Et est-ce que quand tu étais enfant, tu étais déjà quelqu'un de drôle? Non, c'est gentil ce que tu dis, ça veut dire que je le suis actuellement. Bah oui, sinon tu serais pas dans le podcast. Hein. Qu'est-ce que j'étais timide, surtout j'étais très timide, vraiment. Je rougissais très très vite, mais pour me faire rougir, il suffisait de me dire que j'allais rougir. Tu vois à quel point j'étais timide. Donc voilà, mais je sais que j'étais déjà passionné par l'humour. Et que oui, j'essayais de faire le pitre, mais peut-être trop timide pour faire le pitre vraiment en classe. Par contre, chez moi, je connaissais les spectacles de Danny Boone par cœur, et j'imitais des sketchs de Danny Boone devant ma mère parce que ça la faisait marrer. Quand j'avais 7 ans. Tu faisais quoi? Tu faisais le kawaii? Ah, la kawaii, c'est même venu après. Moi, c'était des sketchs avant ça. C'était quoi le premier sketch que j'ai appris un peu par cœur, que maintenant j'ai un peu oublié, c'est quand il joue le grand-père qui appelle sa fille pour lui dire qu'il a perdu son petit-fils. Je sais pas si tu connais ce sketch. Il appelle sa fille, il dit « Allô, allô ?» On a perdu le gamin, tu vois. Non, il s'appelle comment? Parce que là, il faut qu'on l'appelle, on le trouve plus, tu vois. Non, on l'a pas perdu, on l'a simplement égaré. Enfin bref, et c'était un sketch que j'adorais. Il arrêtait pas de répéter. Quel temps qu'il fait à Tahiti? Il fait beau, c'est bien. Faut qu'il fait beau. Bon, on a perdu le gamin, tu vois. C'était un père qui appelait sa fille pour lui dire qu'il avait perdu le petit-fils. Et je trouvais ça hilarant. Il y avait pas mal de sketchs très drôles dans ce spectacle-là. Je m'en souviens plus très bien. Et puis après, ça c'était enfant. Et ça, j'imitais vraiment les sketchs devant ma mère. Je trouvais ça marrant. Parce que ma mère, elle vient du Nord aussi, comme Danny Boone. Après, sont venus les 2 spectacles de Franck Dubosc qui ont tout changé pour beaucoup de monde. Le premier, c'était Je vous ai pas raconté, et le deuxième, c'était Romantique. Et ça, c'est 2 spectacles, moi, qui ont changé ma vision de l'humour. Parce que Franck Dubosc, avec ces 2 spectacles-là, il est arrivé avec une façon de faire l'humour complètement différente, qui s'approchait déjà beaucoup plus du stand-up que ce qu'on avait auparavant. C'était moins de l'humour à sketch, même si c'était encore des sketchs, mais il gardait le même personnage tout au long du spectacle, et d'ailleurs tout au long de sa carrière. Et puis il y avait de l'absurde, c'était exceptionnel, sa façon d'être. Moi, j'avais trouvé ça hilarant. Okay. Alors, il y a quelques sketchs peut-être qui ont un peu moins bien vieilli, mais même... c'est le spectacle Romantique. Qu'est-ce que je l'ai regardé celui-là quand j'étais adolescent. Tu vois, quand il est sur son petit hélico au supermarché ou des trucs comme ça. Vraiment, j'ai adoré ça. Est-ce que tes parents, eux aussi, étaient des gens drôles ou pas, spécialement? Bon, ils écouteront pas le... Non, pas trop. Non, pourquoi tout le monde part du principe que les gens n'écouteront pas mon podcast? C'est vraiment très vexant. Non. C'est que mes parents, ils sont fiers de ce que je fais, mais allez, ils s'en tapent un peu. Moi, ils préfèrent l'emploi de salarié, tu vois. Là, ils se disent, ça, c'est bien. Ça, il cotise pour sa retraite, c'est bien. Le reste, c'est des blagues, il fait des blagues, ça l'amuse. Donc, je pense pas que les podcasts, ils les écoutent. Mais tout ça pour dire, non, ils sont pas très marrants. Après, je les aime d'amour. Hein. En tout cas, on partage pas le même humour. Mon père, il faisait des vannes, mais des vannes de daron, quoi. Des blagues un peu nazes.
Ouais, non, des blagues pourries. Ouais. J'espère tellement qu'il va écouter ça. Ouais. Non, c'est pas exactement le même humour, mais c'est pas bien grave. Mon frère est Ouais. très marrant, ma sœur et mon frère sont très marrants. Et c'est vrai que humoristiquement, ma première influence, c'était surtout mon frère. Et je me rends compte que même dans les mimiques ou parfois la façon de parler, je retrouve beaucoup de mon frère dans ma façon de faire des blagues. Ok, d'accord. Et est-ce que quand tu étais jeune, vous alliez voir des spectacles, vous alliez voir des humoristes, du théâtre, ce genre de choses, ou pas spécialement? En fait, en termes de théâtre, un petit peu. C'était surtout les pièces de l'école où j'étudiais. Et la première école où j'étais, c'était le lycée français. Et là, il y avait une pièce qui s'appelle Saint-Genou ou le tibia de Saint-Genou, quelque chose comme ça. Et c'était une pièce qui m'a marqué. Bah déjà, c'était la première pièce de théâtre que je voyais dans ma vie, mais j'ai un souvenir incroyable de ce truc-là. J'étais tout petit, je devais avoir 6 ans, et ça m'a chamboulé, quoi. Je me suis dit, mais le théâtre, c'est quelque chose c'est un puits à émotions extraordinaire. Je me souviens vraiment de me sentir vivant en regardant cette pièce et en voyant ces acteurs-là jouer. Et je me souviens que l'acteur principal, ça m'a marqué. C'est un peu triste ce que je veux dire, mais l'acteur principal, il avait perdu sa maman une semaine auparavant, avant la représentation. Et c'est ma mère après qui me l'a expliqué. Et je sais pas, quand je repense à ça, je suis toujours très ému parce que je me souviens qu'il avait mis tout son cœur dans ce rôle-là. Et à un moment donné, il crie et je veux être écartelé, parce que c'est le. Je sais pas pourquoi je raconte tout ça, mais c'est le diable. Dans cette pièce-là, c'est le diable qui Ok. lui amène la tentation. Il lui dit va manger de la viande pendant le vendredi saint. Il lui dit oh, je peux pas, c'est le vendredi saint. Il dit ah, tu dois manger de la viande. Il mange de la viande, il veut être écartelé, mais personne ne veut l'écarteler, sauf lui. Enfin bref, je me souviens pas très bien. Mais en tout cas, ça m'avait chamboulé, ça m'avait choqué. Tout ça pour dire que les premières pièces que j'ai été voir, c'est les pièces à l'école, et c'est souvent ça les premières pièces qu'on va voir. Et puis après, au Collège Saint-Pierre, c'est vrai que La Ferme des Animaux, j'étais tout petit aussi, et ça, j'avais trouvé ça incroyable. Et puis chaque année, à l'école, j'allais voir la pièce de l'école, etc. Et chaque année, c'était, je sais pas, il y a eu le Pygmalion, il y a eu le Malade imaginaire, enfin tous les grands classiques. J'adorais ça, mais j'adorais ça. Et puis après, c'est vrai que mes parents, ils avaient pris un abonnement dans des théâtres à Bruxelles, et j'allais souvent voir des pièces, ouais. Ok. Et des spectacles d'impro aussi. Quand j'étais ado, j'adorais voir les spectacles d'improvisation. Au Marny? Oh, exactement, avec les pantoufles, les savates. Ça, c'est extraordinaire. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas été voir, mais ça, c'est du talent. Les Ah, gars c'est incroyable. Pour avoir fait de l'impro, ceux qui sont dans la Ligue Pro, c'est juste impressionnant. Mais non, mais c'est une gymnastique intellectuelle extraordinaire. L'improvisation, c'est Mais est-ce que toi, tu en as fait de l'improvisation? un tout petit peu. Un tout petit peu. On avait même fait une compétition dans mon école quand j'étais en secondaire, et on a gagné d'ailleurs. Haha. Et ouais, c'était trop bien. Et c'était plusieurs classes. Les unes une seule fois, on avait fait cette compétition. Et il y avait Gaëtan Delferrière aussi, qui est toujours d'ailleurs un très bon improvisateur, qui est un humoriste bruxellois, hein, pour ceux qui connaissent pas. Et je pense plus qu'il était dans mon équipe ou il était dans une autre équipe, mais c'était des beaux matchs. Et Gaëtan, il éclatait tout sur son passage à chaque fois, ouais. Mais en parlant de Gaëtan, hein, tous les deux, vous aviez une passion commune, c'est pour la première saison du Jamel Comedy Club. Ah ouais. Ah, donc la saison avec Blanche Gardin, Yacine Bellous, Dedo, Thomas N'Tijol, Fabrice Eboué, Amel Chabi, etc. Il y a que des stars dans cette première saison. Moi aussi, j'étais un grand fan de cette émission. Mais toi personnellement, qu'est-ce que tu aimais? Bah, j'aimais déjà l'esprit de bande, qu'on ressentait très fort, tu vois. C'est un peu... moi, j'ai grandi aussi un peu avec les Robin des Bois. Enfin, Robin des Bois, encore, c'était plus de la génération de mon frère, de mon grand frère. Mais j'ai grandi en regardant mon frère regarder les Robin des Bois. Donc j'avais ça très fort en tête. Et ça m'a fort rappelé ça. Ah ouais, le stand-up, c'est pas que un truc perso, tu vois. Puisqu'ils faisaient des sketchs ensemble, tu vois. Blanche et Thomas N'Tijol, ils ont fait des chansons ensemble. Dedo et Yacine, évidemment. Ils ont fait pas mal de trucs ensemble. Et puis t'avais la série sur le côté qui était l'Inside Jamel Comedy Club, qui était tellement drôle, ce truc, qui était écrite par, je pense, Blanche et je sais plus, Attends, et Fabrice, ou Blanche et Yacine, justement, je sais plus si c'est... Je crois que c'est Blanche, Yacine et peut-être Fabrice, c'est possible. Je vérifierai cette information et je le noterai dans la description de l'épisode. Ça, c'était hyper drôle. Donc c'est d'abord l'esprit de groupe, et puis ensuite, mais ça c'est comme tout le monde, je crois que c'est vraiment là, on a senti que le stand-up rentrait en France et rentrait dans la culture. Et puis même, a posteriori, quand je regarde, j'ai l'impression que c'est la meilleure saison du Jamel Comedy Club, même qualitativement. Chaque année, il y a des gens incroyables qui en sortent, mais qualitativement, j'ai l'impression que c'était une sacrée promotion. Et est-ce que toi, tu avais un petit préféré parmi la promotion? Je pense que j'ai la réponse, mais... Bah ouais.
Alors, non, ils me faisaient tous mourir de rire, mais moi, c'était Yacine Bellous qui, à l'époque, me faisait le plus rire. Et encore aujourd'hui, c'est celui qui me fait le plus rire. Mais c'est les sketchs que j'ai le plus regardés, c'était ceux de Yacine Bellous. Et il y en avait pas tellement, peut-être qu'il avait 3 ou 4 sketchs sur YouTube de Yacine, sans compter ceux qu'il a fait avec des dos. Il a fait, je crois, 2 chansons avec des dos, peut-être. Il en a fait une avec Blanche et 2 avec des dos, ouais. Ouais, et une avec Blanche qui est Avoir un ami. Ami. Voilà, c'est ça. Avec qui ne se passera rien, Noli. Voilà, exactement. Mais du coup, en tout, peut-être que Yacine, il avait 6 ou 7 sketchs sur YouTube, en tout. Pendant 3 ans, c'est les seuls sketchs que je regardais, tu vois. Moi, j'ai regardé beaucoup aussi Thomas Dujol et Dedo, justement, et Blanche Gardin. Mais ouais, c'était lui que je regardais en priorité, ouais. Bah, moi, c'était mon préféré aussi. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de lui dire quand j'ai fait le podcast avec lui, clairement, c'est juste que c'était tellement différent de tout ce que tu avais déjà vu. Juste son intro de bah j'ai pas d'intro et hop il commençait son sketch, c'était incroyable, ça a été repris par tout le monde après qui avait juste pas préparé d'intro. Hein. Pas de transition aussi, le fameux j'ai pas de transition. Oui. Est-ce que tu penses que c'est son côté humour absurde qui est venu te chercher ou c'est plus... moi c'était mon humour déjà, c'est l'humour que j'aimais faire et que je retrouvais sur scène. Alors je me suis dit tiens, c'est possible, il y a des gens qui se retrouvent dans cet humour-là. C'était mon genre d'humour, je veux dire. Sauf que lui, il le faisait merveilleusement bien. Ouais, c'est ça qui me faisait rire. C'est le côté un petit peu absurde et le côté sensible de Yacine aussi. Enfin, je crois que c'est la personne aussi, Yacine Bellous, dans laquelle je me suis très vite retrouvé, dans la façon de parler, dans la gestuelle, et le côté un peu sensible. Je me suis dit tiens, des fois t'as des gens, tu t'identifies fort à eux, et lui, je me suis vite identifié. Je ressentais beaucoup de bienveillance chez lui aussi. Ça se ressent, tu vois que c'est quelqu'un de très... Ça se voit. Puis il me faisait mourir de rire, c'est sûr. Les constructions de phrases, les expressions, des détails. Mais l'humour, ça se joue souvent sur des détails. Des fois, t'as des trucs qui te font mourir de rire, tu sais même pas pourquoi. Sa façon de parler, genre... Oh le bâtard! À un moment donné, il dit cette phrase-là. Et j'adorais cette phrase, genre « Oh le bâtard !» Ou alors quand son fils lui tire dans les jambes. Il dit « Mais enfin, papa perd beaucoup de sang !» Et ça me fait rire. La façon dont il explique à son fils, tu vois, « Lâche ce revolver !» Bam ! Mais enfin, papa perd beaucoup de sang. Et avec beaucoup de bienveillance envers son fils, « Tu ne peux pas faire ça, oh, tu peux pas tirer sur ton père. » Je sais pas, c'est tout l'univers un peu absurdo-bienveillant comme ça. C'est du Yacine Bellous et moi ça me fait mourir de rire. Et après il a fait les chaussettes avec des dos. Et les chaussettes, c'est un bijou. Si vous connaissez pas, allez voir sur YouTube. Il y a tous les épisodes de l'histoire racontée par les chaussettes, qui est une des séries les plus absurdes et les plus drôles jamais faites sur YouTube. C'est tellement drôle. Juste le concept de départ, c'est des chaussettes qui vont vous raconter des moments de l'histoire. Je sais pas, Jésus crucifié, Napoléon Bonaparte. Je dis Napoléon Bonaparte comme si c'était 2 choses différentes, mais c'est Napoléon Bonaparte un seul. Mais il y a vraiment plein de moments d'histoire et c'est tellement drôle. Soit de vous accrocher et vous pleurez de rire, soit de vous ne comprenez absolument pas. C'est l'un ou l'autre. Mais il faut regarder. La plupart des gens accrochent quand même. Et l'épisode préféré de mon neveu, parce que oui, je le fais écouter à mon neveu, c'est de mon neveu et de ma nièce d'ailleurs, c'est les Pokémon. Parce qu'ils sont à fond dans les Pokémon en ce moment, et t'as l'inventeur des Pokémon, et cette blague-là est tellement drôle. Je vais pas la faire. T'as l'inventeur des Pokémon qui est en face du patron de Nintendo, par exemple, et qui lui dit, voilà, c'est des petits monstres qui ne parlent pas, mais qui répètent leur nom pour parler. Je sais pas si tu vois de quel Si, je vois bien. Il dit, par exemple, Dracofeu, il dit Dracofeu. Bulbizarre, il dit Bulbizarre. Pikachu, il dit Pikachu. Et Dracolos, il dit, et t'as le mec en face qui dit, Dracolos. Quoi, vous avez fouillé dans mes tiroirs? Non, pas du tout. Vous avez fouillé dans mes tiroirs. Ça me fait mourir de rire. Quoi. Et tout ça avec des chaussettes. Il faut imaginer que c'est avec des chaussettes et avec des vrais décors et des vraies chaussettes vraiment bien. C'est vrai, des vraies belles chaussettes. Tu vois. Mais c'est super bien travaillé. Ils ont mis du budget là-dedans. Ça a l'air con de dire qu'ils ont mis du budget dans des chaussettes, mais les décors, les accessoires, les chaussettes, elles sont super travaillées. C'est vrai que c'est rare que tu dises autant de bons compliments par rapport à une chaussette, mais franchement, allez voir ça, c'est vraiment top. Mais revenons-en à Florent Leçon. J'ai entendu que quand tu étais ado avec Gaëtan, encore une fois Gaëtan Laferrière, vous faisiez des cours de théâtre et vous avez fait aussi des vidéos humoristiques avec déjà un style absurde. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Bon sang de bonsoir. Alors des cours de théâtre, c'est-à-dire que nous on était dans une option qui était l'option, moi j'étais en français mathématiques, le truc très antinomique, mathématiques pour faire plaisir à mes parents, parce qu'il fallait quand même rester un peu sérieux, et puis français parce que c'était le côté théâtre, parce qu'on avait des cours de théâtre et d'écriture artistique aussi, et voilà. Et Gaëtan aussi, on a partagé une année ensemble au collège, et c'est vrai qu'on avait pas mal de cours ensemble, mais au niveau créatif, hors cours, ce qu'on faisait, c'était des enregistrements audio, beaucoup, avec de GarageBand.
Donc on avait 16-17 ans et on faisait des épisodes de 20 minutes voilà, c'était du faux Harry Potter, du faux Seigneur des Anneaux. Mais on était 4, 5, 6 potes comme ça. Et, et on faisait des sketchs débiles qui duraient à chaque fois 20 minutes. Beaucoup d'improvisation. Et c'était une bande de potes qui marchait vraiment très bien. Tiens, là, il y a Gandalf qui rentre. Il y a le mec qui joue Gandalf, qui dit 2-3 trucs. Puis on écrit 2-3 idées sur un papier, mais on y va en improvisant. On se réécoute, on garde les meilleurs moments. Et puis on monte ça sur GarageBand avec des effets sonores, tu vois. C'était à l'époque, on écoutait beaucoup de François Pérusse, du Donjon de Mandelbuck et tout ça, tu vois. Et François Pérusse, on pourrait en parler pendant des heures aussi. Et ça, on a beaucoup fait. Et ils faisaient déjà ça entre eux avant que moi je les connaisse. Hein, parce que quand je suis tombé sur cette bande de potes-là, je me suis dit, mais ces mecs sont tarés. Et je partage leur mindset et je pensais pas que je rencontrerais des gens avec lesquels je partagerais l'humour et le mindset un peu fou et absurde. Et je les ai rencontrés, j'ai vu qu'ils faisaient ça et je me suis inséré un peu là-dedans. Et au niveau vidéo, alors ça, c'est des tout petits trucs quand on voyageait. Des fois, on pouvait pas se dire, tiens, on va voyager sans faire de sketch vidéo. Donc on se filmait, on faisait des sketchs et on les a jamais diffusés nulle part. Hein. On les gardait entre nous, on faisait des montages et on les regardait entre nous. Et on a été à Barcelone, on a fait une fausse enquête policière pourrie avec des meurtres et tout ça. Mais ouais, on faisait beaucoup de sketchs pendant nos voyages, quoi. Mais des trucs qu'on n'a jamais diffusés nulle part. Hein. C'était vraiment juste pour nous et juste pour se marrer, quoi. Jusqu'à aujourd'hui. Voici l'extrait. Maintenant. Ça serait génial si j'avais un extrait. Il y en a un qui est Harry Potter numéro 2, alors qui était un long épisode, qui était très bien, et qu'on a perdu pour toujours malheureusement. C'était l'épisode du choix magique. C'est pas grave. Tu veux qu'on fasse une petite minute de silence pour cette perte? Bah ouais. Une minute de silence dans un podcast, c'est vraiment très intéressant. Non, c'est bon. Ensuite, je sais qu'en 2012, tu commences à étudier à l'Université libre de Bruxelles, mais qu'est-ce que tu étudies? Qu'est-ce que j'étudie en 2012? N'importe quoi, non, j'ai commencé en 2009. C'est 2012 sur Facebook, hein, c'est toutes les informations que j'ai trouvées. Oui, 2012, le master. En fait, j'ai fait un bachelier sciences politiques à partir de 2009, et puis 2012, mon master à l'Institut d'études européennes, ouais. Voilà, mais il n'y a rien de très rigolo là-dedans. Hein. J'ai toujours été assez passionné par le monde... non. À une époque, on va dire que j'étais assez passionné par le monde politique et j'avais très envie d'être assistant parlementaire de Daniel Cohn-Bendit au Parlement européen. C'était un rêve. C'est très précis. Ah ouais. Bon, il a pris sa retraite avant que je finisse mes études, hein, mais je passais mon temps à bouffer des vidéos de Daniel Cohn-Bendit au Parlement européen, quoi. Mais je sais que je suis pas le seul. Et à lire tous ces bouquins sur le fédéralisme écolo et tout ça. Moi, je rêvais d'une nation européenne, hein, tu vois, après avoir fait mon Erasmus. Enfin bref. T'as fait un Erasmus où? J'ai fait un premier Erasmus en Espagne, à Grenade. Cool. Et c'est là où j'ai pris vraiment conscience de mon identité européenne. Comme beaucoup de gens qui font des Erasmus, je pense que voilà, J'en ai fait un à Zwolle, moi, dans le nord des Pays-Bas. Oh, et c'était bien. C'est trop bien. Bah, où que ce soit, Erasmus, c'est super de toute façon. Ben oui. Tu n'entends jamais la phrase « Ah, j'ai fait un Erasmus, c'était vraiment à chier. Je déteste les gens. » Non. Où que ce soit, même les gens qui viennent en Belgique chez nous faire un Erasmus, même eux, ils aiment bien. Moi, j'avais une colocataire espagnole qui avait fait un Erasmus à Bruxelles. Elle m'a dit, bon, le climat, c'est de la merde, mais l'Erasmus, c'est bien quand même. Et ouais, c'est super, parce que il y a un esprit de groupe, encore une fois, tu vois. Et puis tu sors de ta zone de confort, tu vas apprendre une langue, tu vas apprendre un truc, t'es en soirée, t'as un Italien, un Allemand, on dirait une blague. On dirait un début de blague, un Italien, un Français, un Belge dans une salle et tout ça. Et c'est super, et puis on se rendait compte de la chance qu'on avait, je suis sûr toi t'avais la même chose, mais dis donc, il y a un demi-siècle, nos grands-parents, ils étaient en guerre, tu vois. Il y a plus d'un demi-siècle hein, maintenant, mais nos grands-parents, ils étaient en guerre, et nous, on boit des coups et on fume des petits spliffs, quoi. On est content. Et on refait le monde, mais c'est vrai, et puis c'est fou. Si des jeunes nous entendent, faites un Erasmus, franchement, profitez-en. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et ensuite, en 2013, tu déménages à Sao Paulo, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Raconte-nous tout ça. Ah bah écoute. Bah, j'avais fait déjà la fin de mon double master à l'Institut des Relations Internationales de Sao Paulo, en parallèle avec l'Institut des Études Européennes à Bruxelles. Là, on rentre vraiment dans un podcast LinkedIn. Vraiment. Mais ouais, mais en tout cas, j'avais fait un échange aussi à Sao Paulo pendant 6 mois. Et en dernière année de master, puis je suis rentré à Bruxelles pour écrire mon mémoire, qui est un mémoire qui portait sur... je sais même plus sur quoi. C'était un truc vraiment supranationaliste sur les partis européens. Tu sais que dans le Parlement européen, il y a un système partisan aussi, où il y a les grands partis, il y a le PP, qui est le parti plutôt de droite conservateur, t'as les écolos, t'as les trucs, bon, bref, qui est un peu
qui sont des fédérations de partis européens. Et j'avais fait un mémoire là-dessus, en étudiant leur projet politique pour les élections de 2014. Qu'est-ce que je racontais? Ah oui, et du coup, Sao Paulo, pour faire un échange universitaire aussi. Beaucoup de chance, j'étais accepté, j'étais là-bas. Et pendant que j'étais là-bas, j'ai rencontré une fille. Du coup, je suis revenu en Belgique finir mon mémoire et puis je suis reparti là-bas parce que pour l'amour, mon Régis, pour l'amour. Belle raison de voyager. Ok, donc c'est pour ça que tu étais à Sao Paulo. Et comment tu t'es retrouvé à faire une pub pour Toyota et pour une banque? La vie. Alors déjà, je me retrouve à Sao Paulo avec un petit visa de touriste parce que j'avais fini mon mémoire, j'avais tout fait. Là, je suis retourné en mode visa de touriste. Je dis, il me faut de la thune. Je sais pas comment faire. Alors, j'ai donné des petits cours de français à droite à gauche, tu vois, mais sans visa de travail, difficile. Et puis sur Facebook, me contacte une agence pourrie, éclatée, mais une petite agence ou net quand même, qui me propose de faire des castings pour faire des pubs et au tout début, c'était pour faire des figurations, voilà, dans des publicités. Et du coup, je fais 2-3 figurations. Et à chaque fois, t'es un peu payé, pas grand-chose, t'es un peu payé, mais surtout, ça me faisait marrer, quoi. Ça remplissait mes journées, ça me faisait marrer. Je rencontrais plein de gens, vraiment plein de gens très cool, et voilà. Et c'était pour des pubs, je sais pas, il y avait du café, il y avait machin, il y avait du parfum, truc. C'était des figurations. Et puis à un moment donné, il y a une réalisatrice de la pub qui me dit, ah non, toi, on veut que tu restes un peu plus longtemps devant la caméra, on va faire des closes de ta tête. Et des closes, c'est quand t'es pas seulement figurant, mais quand ils te mettent au premier plan et quand on te remarque réellement sur un plan. Okay. Et là, tu gagnes 10 fois plus d'argent. 10 fois plus. Et du coup, là, je commençais à gagner pas mal d'argent, en fait, avec ce genre de bêtises. Juste par des clauses, et tu te retrouves dans des pubs où quand t'apparais vraiment au cœur de l'écran, et c'est des publicités qui passent au cinéma, à la télévision nationale, et le Brésil, c'est sacrément grand. Il y a pas mal de pubs européennes aussi qui sont tournées au Brésil, avec des productions brésiliennes et tout ça, mais qui sont des pubs qui sont diffusées ici, et tout ça. Donc j'ai tourné dans pas mal de pubs, ouais. C'était vraiment marrant. Parce que j'ai rencontré plein de gens, plein d'amis, plein de gens super. Et puis c'était de l'argent très facile. Et puis, il y avait même une façon de gagner de l'argent qui était juste, tu vas passer les castings, mais t'es pas pris, mais c'est pas grave, t'es quand même payé, tu vois. Ah donc, ouais? Ouais, c'était bien. Il y a des gens qui vont déménager au Brésil après avoir écouté ce podcast. Mais bien sûr. Du coup, j'ai pas mal fait ça, puis après, j'ai trouvé des emplois beaucoup plus stables. J'ai eu la chance, du coup, je suis resté 4 ans là-bas, et j'ai commencé à travailler en tant que commercial, gestion d'équipe et tout ça, voilà. C'était chouette, mais sur le côté, du coup, je suivais des cours de théâtre, des cours du soir à l'école de théâtre Escola de Teatro, ça s'appelait, l'école de théâtre de Sao Paulo. Et ça, c'était le kiff royal. C'était génial. Pour garder un petit peu un pied dans le milieu artistique que j'ai jamais voulu vraiment lâcher, tu vois. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ces cours du soir de théâtre? C'était des cours d'écriture en communauté. Donc de coécriture, c'était beaucoup ça. Et puis on avait aussi réellement des cours de théâtre et voilà, et un peu d'improvisation et tout ça. Ça m'a surtout permis de rester un petit peu dans le monde artistique, de rencontrer énormément de gens et puis de continuer à développer ma fibre et de me rendre compte que réellement c'est ça que j'aimais plus que tout le monde, tu vois. Et puis au moment on a suivi le cours d'écriture en communauté qui était avec un prof portugais qui allait parfois à Sao Paulo pour donner des cours. Là, c'était top, parce qu'on avait de l'écriture aussi humoristique un petit peu. Enfin, c'est là où j'ai vraiment commencé à écrire. Okay. Est-ce que tu allais voir du stand-up au Brésil? Parce que c'est assez quand même développé au Brésil, de ce que je sais. Non, c'est développé, hein, mais j'allais pas voir. Je regardais des vidéos, genre tu vois, t'as des Golden Moustache ou des trucs à la version brésilienne, t'en as. C'est El Porta dos Fundos, la porte du fond, ça s'appelle. Eux, ils sont très marrants et ils font de l'humour très absurde et tout ça. Ça, je regardais pas mal. Par contre, tout ce qui était humour à la télévision, je trouvais ça pas ouf. Mais bon, c'est pas très gentil, mais on peut le dire. Je crois qu'ils nous écoutent pas trop. Mais je trouvais ça pas bien et puis je trouvais ça très misogyne en fait, beaucoup. Et grossophobe, tu disais aussi. Oui, et voilà, exactement. Et ça, parce que les grands stand-uppers là-bas, c'est aussi des gars qui bossent tous à la télé et tout ça. Et les plus connus, les plus populaires, à l'époque où j'étais là-bas, leurs sketchs me faisaient vraiment pas rire, quoi. C'était de la grossophobie, c'était de la misogynie, c'était parfois un peu d'homophobie quand même dans les propos. En tout cas, ça tenait beaucoup de propos que moi, je n'imagine pas pouvoir tenir ici en Europe et bien heureusement d'ailleurs. Mais voilà, mais je veux pas faire de généralité et je sais que ça évolue dans le bon sens. Mais ouais, je trouve qu'il y a un petit retard, en tout cas au niveau de l'humour, au niveau du stand-up. Après, je connais pas encore
enfin, je connais pas assez le monde du stand-up brésilien. Et moi, j'ai toujours rêvé d'y tenter ma chance un jour. Pas réellement, mais de partir 3 mois là-bas et de faire quelques scènes et de kiffer, parce que j'ai écrit pour du stand-up brésilien et j'ai jamais osé le faire. J'avais écrit des vannes que j'avais testées beaucoup sur ma copine de l'époque et sur mes collègues de l'époque, parce que j'étais dans l'entreprise, tu vois, j'étais un peu le marrant pendant les pauses et tout. Je faisais, ok, je vais vous faire un sketch que j'ai écrit, machin. Et ils trouvaient ça très marrant, mais j'ai jamais osé vraiment le faire sur scène, parce que j'étais encore jamais monté sur scène à l'époque. Ok, ouais. Et voilà, mais il y a des grands comédie clubs, hein. Le stand-up, c'est quelque chose de très développé là-bas. À Sao Paulo, justement, c'est là où il y a les plus grands comédie clubs du Brésil, c'est là où je vivais, et je passais tous les jours devant le plus grand comédie club du Brésil, qui s'appelle le Comedians. Et parfois, je me mettais à rêver un peu, je dis, je vais péter le game, je vais y aller et tout ça, mais j'ai jamais osé. Ouais, t'as quand même été voir le videur pour lui dire que t'avais une grande carrière en Belgique pour essayer de monter sur la scène. Ouais. J'étais voir le videur. J'ai dit bonjour, je veux jouer. Et il m'a dit, mais quelle est ta légitimité? Et j'ai dit, je suis très connu en Europe. Et il m'a dit, ah ouais, bah montre-moi une vidéo ou ton Instagram. J'ai dit, je reviendrai. Et je suis jamais revenu parce que j'avais rien à lui montrer, tu vois. En fait, je savais pas par où commencer. Et ça, comme c'était une grande salle, il voulait que je monte patte blanche en mode, ouais. Voilà ce que j'ai déjà fait, je suis déjà connu. Enfin, c'était pas un endroit où il y avait des scènes ouvertes. Et j'ai jamais été assez proactif, en tout cas là-bas, pour ça, pour chercher des scènes ouvertes et pour commencer petit, en fait. Mais c'est vrai que ça, ouais, j'avais essayé. Je me suis dit, j'y vais au panache. J'y vais avec l'accent français, ça marche toujours. Tu vois. Avec ma condescendance. Et le gars, il m'a dit, mais non, mais tu te prends pour qui? Non. Okay. Et ça s'est pas fait. Et du coup, j'ai jamais vraiment osé. Et je suis revenu ici sans avoir osé. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie frustration. Et du coup, dès que je suis arrivé en Europe, eh ben, j'ai commencé, quoi. Pourquoi t'es retourné en Europe? J'ai vécu 4 ans là-bas. Et c'est un moment que j'aime beaucoup. Et il faisait beau. Et j'avais tellement d'amis. J'avais une seconde famille là-bas, en fait. Hein. Mais dans la vie, parfois, c'est des cycles. Et là, je sentais que j'avais envie d'être plus proche de ma famille. Aussi, mes parents qui vieillissent un petit peu. J'ai pas envie d'être loin d'eux quand ils vieillissent. Et que j'ai des neveux et des nièces qui sont nés, tu vois. Enfin, c'est tout un conglomérat de choses qui fait que quand t'es jeune, t'as envie de partir à l'aventure. Et puis quand t'es toujours jeune, mais que le temps passe, que tu matures un petit peu, tu te dis, ouais, mais en fait, la famille, c'est pas mal. Et c'est pas parce qu'il pleut chez nous que c'est pas bien non plus, quoi. C'était un ressenti plus qu'autre chose. C'était un besoin de revenir. Ben moi, je suis content que tu sois revenu, parce que je regarde assez peu de stand-up en portugais, parce que mon portugais est inexistant. Mais ok. Un jour, j'aimerais bien tenter, parce que j'ai toujours mes vieilles blagues que j'avais écrites à l'époque, déjà, sur un drive, que certaines sont très mauvaises, mais certaines, à mon avis, peuvent marcher. Et puis, je pense que être un étranger, un peu Paul Taylor, quoi, être un étranger et faire un spectacle sur ton point de vue en tant qu'étranger, sur le pays dans lequel t'es, c'est très efficace. Ouais. Et si tu le fais intelligemment et pas plein de clichés et de préjugés ridicules et débiles, si tu le fais intelligemment, ça peut être très classe et très efficace. Et je suis sûr que ça aurait marché et que ça aurait été même plus facile de lancer ma carrière là-bas qu'ici. Voilà, c'est pas une frustration parce que je sais qu'un jour je vais réellement tenter un truc, que ce soit là-bas ou en Espagne. Tu vois, en Espagne, je sais qu'il y a pas mal de stand-up. J'avais été voir un spectacle de stand-up là-bas qui était très marrant d'ailleurs à Grenade, en espagnol, et j'aimerais bien tenter un truc en espagnol aussi. Tu vois. Ok, donc tu parles l'espagnol et le portugais couramment alors? Ouais, alors l'espagnol un peu moins bien quand même, ce que j'ai oublié, mais comme c'est 2 langues déjà qui sont de langue latine, donc plus facile pour nous à apprendre, et puis qui se ressemblent pas mal entre elles, ça se complète très bien, ouais. Le portugais, ouais, quand même bien, parce que j'ai vécu 4 ans là-bas et je parlais que portugais toute la journée, tu vois. Mais ça s'oublie, hein, ça s'oublie. Oui, mais c'est quand même la classe, c'est quand même cool. J'adore les langues, hein, du coup, moi dès qu'on me parle dans une langue, je suis content. Je suis sûr que tu parles allemand. Non, je parle anglais et néerlandais, mais pas allemand. Oh. Juste des petits mots pour faire genre. Je peux faire croire à quelqu'un qui ne parle pas du tout allemand que je peux parler allemand, mais si quelqu'un parle un tout petit peu allemand, il sait tout de suite que mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas l'allemand ça. Hey, l'allemand c'est cool. Hein. Moi j'ai regardé Dark, c'est bien. T'as vu Dark? J'ai pas vu Dark, non. Il faut regarder Dark, mon vieux, c'est vraiment super. Je vais regarder Dark. Il y a Babylon Berlin aussi qui est bien. Série allemande. Ce qui paraît, ce qui est génial, c'est que tu mets Cusco en allemand et là tu doubles le plaisir, tu vois. Et donc, en 2017, quand tu retournes en Belgique, là, tu vas voir ton pote Gaëtan, qui, lui, avait gagné un concours, le Next Prince of Comedy, au Kings of Comedy Club. Tu vas le voir à une scène. Et lui, ce qu'il fait, il va voir Bilal et il dit, mais la semaine prochaine, il y a une scène ouverte que je devais faire. Je vais pas la faire, c'est mon pote Florent qui va la faire. Ouais.
Comment est-ce que tu as réagi à ça? Est-ce que tu étais en mode, Surpris. mais t'étais juste surpris? T'étais pas en mode énervé? T'avais pas envie de tuer ton ami? Énervé, pas du tout, mais paniqué à 1000%, quoi. Parce que, mais en fait, Gaëtan, il savait, il me connaît, hein, c'est mon pote depuis si longtemps, il lit en moi comme dans un livre ouvert, et, et il savait que c'était une envie profonde que j'avais, mais que j'oserais pas aller le demander. Donc il va voir Bilal, il fait effectivement la semaine prochaine, je dois jouer, mais je vais pas jouer, c'est mon pote Florent qui va jouer. Et Bilal a fait, ah bon, tu lui fais confiance? Et Gaëtan a fait, ouais, je lui fais confiance. Sauf que moi, j'étais pas au courant, j'étais là, et j'ai fait, mais quoi, pourquoi t'as dit ça? Mais t'es complètement malade, moi, mais je suis pas prêt du tout, tu vois. Et hyper paniqué, et Gaëtan a dit, monsieur, ça va aller, tu vois. Et du coup, j'ai eu, je sais plus si c'est 1 ou 2 semaines, ça doit être 2 semaines pour écrire 12 minutes, ce qui est pas beaucoup, hein, 2 semaines pour écrire 12 minutes. Non. Mais je l'ai fait avec des reliquats aussi de vannes que j'avais toujours eu envie de faire et des trucs comme ça, tu vois. Et je l'ai fait et c'était débile. Mon sketch, il était débile. Mais moi, il me faisait rire. Et il a bien marché. Hein. Mais quand c'est une scène ouverte et que le présentateur, qui était Bilal, qui est un gars très cool d'ailleurs, Ouais. il dit ouais, c'est sa première scène, soyez bienveillants, bah les gens, ils sont bienveillants, quoi. Et du coup, ça s'est hyper bien passé. Alors mes jambes tremblaient, excitation extrême. Tu te souviens de ta première scène, toi? Tout ce que tu dis là, c'est exactement ça. Moi, première scène, c'était devant un groupe d'amis dans une espèce de buvette de foot comme ça. Pas de lumière, 10 personnes en un petit demi-cercle devant moi qui m'écoutent. Moi, je suis rentré sur scène tellement paniqué à les regarder que j'ai défoncé la chaise qui était sur mon chemin. Donc ma chaise qui était prévue pour moi sur scène, elle a été cassée dès le début de mon entrée. Donc ils étaient tous morts de rire sur mon entrée, ce qui m'a assez mis à l'aise quand même. Ça a fait une bonne intro. C'est bien, ouais. C'est incroyable, c'est la souffrance et le plaisir en même temps, c'est un cocktail extraordinaire la première scène, c'est addictif, hein. Quand ça se passe bien, tu dis mais je peux pas me dire que c'est ma dernière scène, c'est pas possible. Donc Ouais. bah ouais, t'as ressenti la même chose. Mais tu me parles de stress pour la première scène. Est-ce que pour toutes les scènes que tu fais maintenant, tu as encore ce stress ou plus du tout, ou encore un petit peu? Comment ça se passe? Bien sûr, mais évidemment. Alors moins qu'au tout début, mais ouais. Et puis des fois, moi je vais parler pour moi, mais je crois qu'on est à peu près tous pareils. Mais moi, je fonctionne énormément à l'affect et je suis de base quelqu'un qui est assez stressé. En tout cas, j'ai réussi en grandissant à paraître plus serein. D'ailleurs, je pense être beaucoup plus serein, mais c'est vrai qu'à la base, je suis quelqu'un de très traqueur et très timide. Je te l'ai dit au tout début du podcast. Je suis de nature très timide. En tout cas, quand j'étais enfant et quand j'étais ado, j'étais vraiment très timide quand j'étais adolescent. Très, très timide. Et des fois, ça revient. Et ça revient dans les chambres. Des fois, la jambe gauche, elle commence à trembler et tu fais, mec, pourquoi tu trembles? Enfin, ça se passe bien, tu vois. Et puis, elle commence à trembler de fou. Et la jambe droite, elle s'y met, elle fait, tiens, moi aussi, tiens. Ça a l'air sympa. Bah, des fois, mon corps, il part en vrille comme ça. Alors, ça m'arrive beaucoup moins qu'au début. Mais au début, à chaque fois, j'avais des remarques genre, non, c'était drôle, hein, mais ça se voit que tu stresses. Et au début, c'était que ça. Et c'est vrai que ça s'est atténué, mais ça s'atténue aussi du fait que t'es plus dans ta zone de confort. Au bout d'un moment, tu connais, t'as de l'expérience, tu utilises des vannes qui ont déjà marché, t'as des tiroirs de blagues. Ouais, c'est une expression que j'aime bien, les tiroirs de blagues, mais c'est au tout début, t'as un sketch de 12 minutes. S'il marche pas, il marche pas. Quelques années, je sais pas, j'ai peut-être... allez, j'ai jamais construit un spectacle en entier, mais j'ai au moins 60 minutes de vannes où je sais que si mon début de sketch ne fonctionne pas, j'ouvre un autre tiroir avec des blagues qui sont des valeurs sûres et qui ont déjà fonctionné. Donc, t'es beaucoup plus dans ta zone de confort, en fait. C'est moins stressant, mais le stress est tout de même très, 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 très présent. Et c'est normal. Et c'est humain, c'est tant mieux. Moi, j'ai eu la chance de voir Blanche Gardin jouer au Kings of Comedy Club. Et de faire sa première partie. Oui, c'est vrai. Mais on était une triple première partie. C'était Oui, mais marrant. c'est quand même cool. C'est pas moins cool parce qu'il y a très... étiez plusieurs, tu vois. Oui, non, c'était extraordinaire. Et on l'a fait 2 jours de suite. Le premier jour, j'étais très mauvais. Et le deuxième jour, ça s'est très bien passé. Parce que j'ai énormément travaillé entre les deux. Je me suis dit, ouais, je me suis planté devant Blanche Gardin, mais la chance de ma vie, c'est que j'ai une deuxième chance demain. J'ai bossé toute la nuit et toute la journée pour améliorer. Je crois que c'est le plus grand bond en avant que j'ai fait dans ma courte carrière. C'était cette journée-là où j'ai retravaillé tout mon set. Et tout ça pour dire, Blanche Gardin, du coup, je la croise dans les toilettes, en haut du Kings, devant le miroir, et qu'est-ce qu'elle stressait, quoi. Alors que c'est Blanche Gardin. Oui. Et ça va, elle fait non. Blanche Gardin, elle flippe, et ça m'a fait plaisir. Ça m'a vraiment fait plaisir. Parce que, voilà, on flippe tous. C'est un côté super rassurant de voir que les gens que tu idolâtres, que tu te dis c'est les meilleurs du monde, ils sont en stress comme toi.
Moi, c'est un truc que j'ai adoré avec les podcasts, c'est pour ça que j'en ai commencé un. C'est de voir que les humoristes que t'adores, genre Kian, pour moi par exemple, il était super stressé, il a déjà fait des crises de panique sur scène, mais il le fait quand même. Moi, ça, c'est un truc qui me rassure énormément et qui me dit, bah en fait, je peux peut-être le faire. C'est quoi mon excuse à moi? J'en ai pas. Ok, bon bah je le fais. Mais Ok, j'ai entendu un podcast, mais je pense pas que c'était avec toi, c'était son podcast à lui, je crois, où Kian a raconté qu'un jour il a dû se faire remplacer par Verino tellement il allait pas bien. il le raconte dans mon podcast, mais il l'avait déjà dit dans son podcast un bon moment Ah, quand il invite Verino aussi. Donc c'est un ouais. ou peut-être les deux. Peut-être les deux finalement. Mais ouais, je trouve ça fou. Genre, il y a Verino qui monte sur scène pour le remplacer en mode OK, et Kian il part à l'hôpital, je crois, et personne n'est au courant. Ouais. Mais surtout que Verino avait fini sa tournée et qu'il se retrouve à devoir faire un spectacle complet alors que sa tournée était finie. Il se dit c'est bon, je suis en vacances. Je suis en vacances. Bah, je fais une petite scène à la place de Kian. Allez. On revient à cette première scène qui se passe bien. Il y a Funky Fab qui est dans la salle et qui te conseille de participer au Next Prince of Comedy qui se passait 2 semaines après ce que tu fais. Est-ce que tu peux raconter un peu ton expérience, les différentes étapes, comment ça s'est passé, comment t'as ressenti tout ça? Ouais, c'était trop bien, c'était génial. En fait, ça t'oblige à écrire. Alors moi, j'avais mon 12 minutes que j'avais présenté là, sur ma scène ouverte. J'ai fait une deuxième scène ouverte après, qui marche bien aussi. Du coup, j'avais 12 minutes là, et je me dis, ok, je vais faire le Next Prince of Comedy Club, qui est un concours où il y a une vingtaine de participants chaque année, quelque chose comme ça, une quinzaine, une vingtaine, je sais pas. Et ça commence avec des petits éliminatoires, et puis je crois que c'est directement 16e de finale, 8e de finale, quart, demi, finale. Je crois que c'est plus ou moins comme ça. Ça a évolué. Alors moi, c'était fin 2017 que j'ai participé, donc il y a déjà un peu plus de 3 ans. Premiers éliminatoires, pas ouf du tout ce que je fais, même pas bon. Enfin, personne me remarque en disant lui il va aller loin. Non, personne. Je fais partie des mecs qui sont là, qui s'est pas fait éliminer au premier tour parce qu'il y avait pire. En gros, c'est ça, tu vois. Mais vraiment, et je sors de là, je dis c'était éclaté, c'était pas bien et tout. Et puis 16e de finale, ça se passe bien quoi. Ça se passe vraiment bien. Je sais plus contre qui j'étais, mais là j'avais écrit des nouvelles blagues et c'était assez court. C'était peut-être 6 minutes, tu vois. Comme on est beaucoup, c'était peut-être 6 minutes. Ça s'est bien passé. Et puis c'est vraiment à partir des 8e et des quarts où je prenais de la confiance. Parce que là, le public commence à voter aussi, ils votent par Twitter, ils commencent à participer et tout ça. Et les gens, ils votaient pour moi, ils étaient bienveillants. Et puis surtout, je crois que c'était en 8e où j'ai éliminé un gars, un Français, et j'ai oublié son nom malheureusement, mais qui était un gars qui faisait du stand-up depuis quand même 3-4 ans, tu vois. Qui vraiment était marrant et qui était déjà un petit peu reconnu, machin, et qui venait de France exprès pour faire le concours. Et je l'ai éliminé un peu parce que je sais pas si là vraiment je me suis dit peut-être tiens j'ai peut-être pas mérité de gagner, mais je pense que le côté moi je joue à domicile, tu vois, alors que lui il vient de France, et le côté j'étais en stress quand même, et puis bref, je pense que j'ai été aidé par la bienveillance du public à ce moment-là, et lui c'était pas la meilleure scène de sa vie, tu vois, mais en vrai à ce moment-là de sa carrière, il était meilleur que moi, et je pense si ça se trouve il est toujours très très bon et meilleur que moi, j'en sais rien, mais à ce moment-là j'aurais peut-être mérité réellement de pas gagner. J'ai gagné, mais là ça m'a donné une confiance de ouf, et c'est vrai que j'étais jusqu'au bout du concours et que je l'ai remporté, et c'était trop bien parce que ça m'a obligé à écrire en fait. Et j'étais avec mon taf à côté parce que j'avais, comme beaucoup, j'ai un taf à côté. Je rentrais le soir et j'écrivais des vannes et je dormais pas et j'écrivais, je testais. C'est là où j'ai eu les séances d'écriture les plus poussées de ma jeune carrière, on va dire. Ça t'oblige à écrire ce genre de truc. Et là, justement, il y a Juan, qui est un jeune humoriste bruxellois, qui vient de se lancer d'ailleurs, et qui me demande, écoute Florent, est-ce que cette année 2021, est-ce que je dois faire le concours, ou est-ce que j'attends d'avoir un set plus complet et me lancer en 2022? Mais je lui ai dit, mais lance-toi, enfin, qu'est-ce que t'as à perdre là? Lance-toi, teste tes trucs maintenant, et en plus, ça va t'obliger à écrire. Moi, je suis sûr que si j'avais attendu 1 an ou 2, j'aurais perdu le concours, parce que j'aurais été encore plus stressé, parce que j'aurais eu de la pression, parce que les gens m'auraient connu. Là, ma chance, c'est que personne me connaissait, que j'avais fait que 2 scènes auparavant, et que j'ai eu un petit peu la chance du débutant, et surtout j'ai eu l'inconscience du débutant. Je vivais quelque chose qui pour moi était tellement extraordinaire, tellement excitant, tellement nouveau, que je pense que ça s'est ressenti sur scène, cette motivation. Alors que si j'étais arrivé déjà un petit peu blasé, j'aurais certainement moins bien vendu mes trucs. Et est-ce que ça a vraiment eu un impact sur ton début de carrière en humour, de gagner ce concours, ou pas tant? Non. Un impact personnel sur la confiance que j'ai acquis, ça oui. Sur le travail que j'ai rendu, ça oui. Mais un impact médiatique et tout ça, alors là, pas du tout, quoi. Pas du tout. Et je m'en fous complètement, comme dit François Pérusse. Mais non, c'était pas important du tout. Mais non, aucun impact. Mais si, mais ça m'a permis de créer vraiment des super liens avec plein d'humoristes, de créer un contact avec Kouz, le patron du Kings of Comedy Club, qui lui, pour le coup, m'a repéré, parce que ça s'est passé chez lui. Et c'était ça surtout l'impact. Ça m'a fait rentrer dans le monde du stand-up bruxellois de façon définitive et forte. Ça oui. Mais un impact sur le grand public, aucun.
Ok. sur le monde du stand-up. Puis il y avait même Dan Gagnon qui était là, je sais plus, qui était dans le jury à un moment donné, qui m'a dit écoute, j'aime beaucoup ce que tu fais. Alors va-t-il se souvenir de moi aujourd'hui? Je ne pense pas, mais je me souviens de son retour. Je pense que c'était après la demi-finale. Il m'a dit vraiment, tu es très structuré, j'aime bien. Et avoir Dan Gagnon, qui est, on va dire, un théoricien de l'humour, te faire des compliments sur la structure de ton sketch, ça c'est vrai que ça m'a porté, quoi. Ça fait Et plaisir. après, la difficulté, c'est qu'après le concours, j'étais en confiance de ouf. Je me suis dit, c'est bon, j'ai compris comment ça se passe. Et je me suis planté après, parce que j'étais trop en confiance et que je pensais avoir compris comment fonctionnait l'humour, alors que pas du tout. J'avais juste une petite fraîcheur qui avait plu au jury, justement, à ce moment-là. Mais après, je me suis pris des bides après. Oh là là! En fait, les scènes qui ont suivi le concours, c'était les pires. T'arrives trop confiant et en fait, ça se passe pas bien. Quand t'arrives Mais ouais, trop parce confiant. que j'acceptais des scènes pour lesquelles j'étais pas prêt. J'ai fait Tarmac juste après le concours, qui est une scène filmée. Au bout de 10 scènes dans ma vie, Cédric, le patron de Kings, il m'a dit t'es pas prêt, t'es pas prêt, t'es pas prêt. Et moi, j'ai dit j'y vais, tant pis, parce que c'était Cécile Djonga qui m'avait proposé, justement, qui m'avait vu à un moment donné, elle était dans le jury, elle m'avait vu, elle m'avait proposé. Mais oui, la télévision, où bien sûr j'ai 10 scènes. J'étais nul, j'ai éclaté, c'était horrible, horrible. Et c'était de ma faute. Je suis sorti de là en disant ouais, le public était pas chaud. Ouais, c'était surtout de ma faute. Le sketch, il est resté sur Internet pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, j'ai eu le courage d'envoyer un mail à RTBF en disant vous pouvez le retirer, s'il vous plaît, parce que j'en suis pas fier du tout. Et c'est le seul truc de moi qui est sur Internet. Pendant 2 ans, ça m'a pourri de savoir que c'est la seule trace de moi qu'il y avait sur Internet et que c'était vraiment très mauvais, quoi. Et c'était un bide, en fait. C'était un bide filmé à la télévision. Et j'avais mon ex-copine qui m'a dit ah, j'ai vu ton sketch. Je me suis dit non, Oh pas celui-là. Ça m'a remué, mais on apprend beaucoup aussi par les erreurs. On apprend beaucoup plus par les erreurs, évidemment. Ah non, mais c'est super important de faire des bides, mais c'est dur. Mais il faut pas qu'il soit filmé, quoi. Faut pas qu'il soit filmé. Si c'est le seul truc filmé qui se retrouve sur Internet, Mais pendant 2 ans, dur quand même. C'est vraiment pour te dire, tu étais beaucoup trop confiant. Rappelle-toi ça Ma tous les jours. chance, c'était à l'époque où Tarmac Comedy, c'était la première saison, c'était la 2e émission où il passait pas encore, c'était pas encore très connu. Maintenant, les Tarmac, ils font énormément de vues, Mhm. des dizaines de milliers de vues, même des centaines de milliers pour certains. À l'époque, c'était pas le cas, parce que c'était en 2017 et que c'était le tout début de Tarmac Comedy et que j'ai fait 5000 vues, quoi. J'ai eu plus de likes que de dislikes, j'ai eu 3/4 de... J'ai pas eu d'insultes, j'ai eu beaucoup de chance. D'autres n'ont pas eu cette chance. T'enchaînes les scènes belges comme celle du Made in Brussels Show, le Kings of Comedy Club, le What the Fun que tu intègres. Ouais. Parmi toutes les scènes de ta vie, ce serait quoi la meilleure et la pire? Alors, la meilleure et la pire. Il y en a qui sont plus importantes que d'autres. Tu vois, il y en a où c'est devant plus de gens ou devant des gens importants qui te repèrent, etc. La meilleure, je vais parler de celle où je prends le plus de plaisir. Et ça, il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup qui s'entrechoquent dans ma tête, mais il y a beaucoup de scènes au Kings of Comedy Club qui, pour moi, le Kings of Comedy Club, pour moi, c'est la maison, c'est la casa. Tu vois, maintenant, quand j'y vais, je joue à domicile, alors je continue parfois à me planter là-bas, mais je suis heureux d'être là-bas. Et là, il y a beaucoup de scènes où je dois avouer que la 2e scène avec Blanche Gardin, justement, la 2e première partie, très spéciale pour moi parce que c'est la première partie de Blanche Gardin, mais parce que j'ai eu la chance de remonter tout de suite sur le cheval après le beat de la veille, qui était un beat terrible pour moi, destructeur. Mais si j'avais pas eu la chance de remonter sur scène le lendemain, ça aurait été encore bien pire, bien plus destructeur. Parce que là, ça m'a détruit pendant 24 heures, et sinon, ça m'aurait détruit à vie, de me dire, ok, ça c'est l'image que j'ai laissée dans la tête de Blanche Gardin, c'est ce bide, et le fait de pouvoir me remonter et de pouvoir lui prouver à elle, et surtout de me prouver à moi que non, c'était un accident et que je suis capable de mieux faire, et surtout d'avoir travaillé comme un dingue pendant 24 heures, d'avoir gratté, vraiment réfléchir à la structure de mon texte, réfléchir aux transitions, c'est quelque chose que j'avais jamais fait, réfléchir vraiment sérieusement aux transitions, à l'efficacité des vannes, etc., pour le public et pas seulement pour moi. C'est la première fois que vraiment je réfléchissais en termes d'efficacité de vannes. Ça a tout changé, alors que l'essence même du sketch était la même. C'est juste la forme, la façon de délivrer le truc qui a changé. Comme on Et disait ça... tout à l'heure, ça joue sur des détails, c'est des petites choses. Mais des mini détails, quoi. C'est vraiment, j'ai changé des virgules et j'ai changé vraiment la structure du texte, la place des thématiques dans le sketch, en fait. La structure a été beaucoup plus pertinente, en fait, la 2e soirée. Et bref, ça a tout changé parce que ça a changé ma façon de travailler. Et puis parce que j'ai passé un super moment, quoi. Je suis sorti de là, j'étais juste heureux. Mais il y a plein de scènes du What the Fun aussi dans des petits bars, des tout petits coins. Tu sors de là en nage et les gens, ils sont pissés de rire parce que toute l'ambiance de toute la soirée, tous les humoristes, ça s'est hyper bien passé. T'en as plein des scènes. Tu sors de là, t'es heureux, quoi. Tu dis, ok, j'ai pas envie d'arrêter de faire ce truc-là, quoi. Et la pire?
Oh la pire, Tarmac. Je l'ai vécu très mal pendant 2 ans en me disant c'est ce qui se trouve sur internet, mais vraiment, je me souviens de Tarmac, j'étais dans le tram du retour, j'avais envie de pleurer. Et la deuxième pire, c'est Made in Brussels Show, qui est une scène qui est venue peu après Tarmac. C'est pour ça que je te dis que les pires scènes, c'est après le succès au concours en fait. À l'époque où je pensais que j'avais compris le stand-up, parce que j'avais gagné un concours, et c'était Made in Brussels Show, qui est pourtant une scène qui est bien, hein, qui se trouve au Théâtre à Bruxelles. Super scène. Super scène, je passe en premier, déjà elle me dit ça te dérange pas de passer premier? Moi je dis aucun souci. Vraiment aucun souci. Et je m'éclate. Le gars qui est présenté, c'est David Jean Motte, qui est un gars qui est assez connu à la télé, qui est hyper sympa, très bienveillant, mais je pense que c'est pas un chauffeur de salle. Il a pas chauffé la salle. Ouais, c'est pas un MC de stand-up, quoi. Non, il est monté, il a dit, le premier s'appelle Florent, on l'applaudit. Et moi, je suis monté comme ça, je me waouh, ils sont pas chauds, quoi. Et on peut pas leur en vouloir parce qu'il les a pas vraiment chauffés. Et je monte et je fais mon sketch qui était un de mes premiers sketchs, qui était pas encore totalement assuré, tout ça. Les premières vannes marchent pas, du coup, les jambes dont je te parlais tout à l'heure qui commencent à trembler. Je me décompose total. Et là, je ressens que, ouais, les 10 minutes vont être longues. Les 10 minutes ont été très longues. Et pourquoi c'était très difficile? Parce que c'était un de mes plus gros bids, un des 2 plus gros bids que j'ai eu avec Tarmac, c'est-à-dire vraiment pas un rire. Ça, j'en ai eu 2 des comme ça, et c'était 2 scènes importantes en plus. Là, il y avait des journalistes dans la salle, et c'était le genre de scène où je me disais, tiens, c'est l'opportunité, machin. Enfin, il y avait des producteurs, enfin, tu vois, le MIB, il y a des petits producteurs belges, t'as des journalistes, t'as des machins. Et en sortant de scène, la soirée, c'est vrai que les gens avec qui j'avais parlé en arrivant, bah là, ils évitaient mon regard à la sortie, tu vois. Et ça, c'était très dur. La sortie de scène, quand les gens évitent ton regard, évitent de venir te parler. Ou alors, je sais pas si toi t'as déjà eu, c'est on vient taper ton bras en faisant ça va aller. C'était ça. C'était ça. Par contre, il y avait Freddy Tougo, je sais pas si tu vois. Je vois très bien, c'était un ancien invité du podcast. Ah bah lui par contre, je me souviendrai de sa bienveillance, de sa gentillesse. Il m'a pas juste dit ça va aller, il m'a dit c'est normal, tu passes par là, n'abandonne pas. Il y a quelque chose là, c'est pas passé, j'ai vu, je suis passé par le même. Enfin vraiment, il a trouvé les bons mots. Ouais. Il a pas juste dit ça va aller, voilà. Il a trouvé les bons mots et il m'a pas évité, quoi. Par contre, il y a pas mal de gens avec qui j'avais parlé avant la scène et tout ça, d'autres humoristes ou même la personne qui s'occupait de la scène et tout ça, qui sont des gens super, mais qui ce soir-là, quand je suis sorti de scène, n'ont pas eu les mots, ou n'ont même pas cherché à me rassurer, ont évité mon regard. Et ça, j'ai pas aimé, je l'ai très mal vécu. Je suis rentré chez moi en taxi assez rapidement après. Alors, il y a 2-3 personnes du public qui sont venues me parler en me disant des trucs gentils, genre les thématiques étaient bonnes. C'est comme ça. Mais c'est vrai que là, je suis rentré chez moi. Waouh, ça allait pas, quoi. Et c'était juste après Tarmac en plus. Et j'ai fait waouh, c'est chaud, le métier est difficile, quoi. Et donc je crois que c'était la période la plus dure, mais après, il faut vraiment se dire, si tu te tapes un bide, bah remonte vite sur le cheval, refais une scène après. Refais une scène. C'est à ces moments-là où tu as la motivation d'améliorer ton texte et d'améliorer ce que tu fais. C'est quand tu te plantes, tu dis ok, je vais tout rabattre, les cartes, je vais toutes les rabattre, je vais remettre la feuille à plat, je vais reprendre mon introduction, ma conclusion, mes chutes, mes transitions, je vais tout reprendre et je vais aller chercher l'efficacité. Et c'est vraiment les moments où j'ai senti que je me suis amélioré, c'était à chaque fois après un énorme échec, après un bide. Parce que si tu passes 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, comme ça arrive très souvent, sans bide, en tout cas avec vraiment des bonnes scènes et des bonnes applauses, et tu tombes dans une zone de confort et dans un confort qui te fait pas avancer. Et puis t'as pas envie de tester de nouveaux sketchs, tu continues à faire le même et ça se passe bien. Tu prends moins de plaisir. Alors t'évolues pas. Tu te fais applaudir, t'es chouette. Voilà, t'es là avec ton petit ego. Oh, je suis marrant, je suis rigolo, machin. T'évolues pas. T'évolues pas du tout. Et du coup, c'est pas intéressant. Il faut se planter. Et moi, je continue à me planter avec grand plaisir. Et ça me fait plus mal du tout quand je me plante. Alors, sur le moment, c'est pas agréable. Mais quand je rentre chez moi après, j'arrive bien à dormir quand même, quoi. Okay, je me dis, tiens, je me suis planté. Bon, c'est pas grave. Parce que maintenant, j'ai conscience que j'aime bien ce que je fais, j'ai confiance de ce que je vaux, et j'ai confiance que si je me suis planté, c'est de ma faute, et que ça veut dire que j'ai des choses à améliorer. Et c'est tant mieux. Mais c'est pas facile, hein. C'est plein de sagesse. Ouais, c'est un métier qui t'oblige à monter en sagesse. Et je pense qu'on est tous et on passe tous par le même vécu, en fait. Tu dois faire des bides. Et je crois que tous les humoristes qui sont passés par le podcast ont tous dit qu'ils en avaient fait un paquet et ont tous dit qu'il faut les faire. C'est vraiment le truc qui est répété par tous. Tu es obligé d'en faire si tu veux progresser. Sinon, tu progresses pas et tu restes à faire ton petit truc qui fonctionne dans ta zone de confort, comme tu disais. C'est sûr, mais Kylian Mbappé. Parlons-en de Kiki. Kiki, extraordinaire Kiki. Mais Kiki, cette année, il a eu des moments de flou, des moments où ça allait moins bien, Kylian Mbappé. Et
c'est à ces moments-là où il a doublé vraiment le travail, il a commencé à bosser encore plus et qu'il est revenu en force. Est-ce qu'un gars, ça c'est une vraie question, est-ce que Paul Mirabel, lui, il a déjà connu un bide? Oui, j'ai déjà entendu des podcasts où il parlait de bide, donc oui, il a déjà connu des bides. Il est arrivé dans le métier comme une fusée et on l'a pas vu venir et j'ai l'impression que genre Montreux c'était sa 3e scène, tu vois. Mais en fait, de ce que j'ai entendu, c'est que en fait, il a eu des bides, il a fait quand même pas mal de scènes avant, mais dans les moments forts, il a vraiment cartonné, comme à Montreux, où il a vraiment fait un sketch incroyable. Quand il était filmé avec McFly et Carlito, il a fait aussi un sketch génial qui a fait que quand il a fait quelque chose de bon, on l'a vu. Je pense que ces bides, on les a pas vus, tant mieux. Mais ce qu'on a vu, il a vraiment cartonné là-dessus. Donc c'est pour ça que ça a vraiment décollé. Mais pour le même prix, on aurait pu filmer son bide et on n'aurait pas appris à le connaître aussi rapidement, quoi. Et je me souviens que juste avant Montreux, on était dans la voiture avec Farah Inojp. Et Farah et Gaëtan Delferrière et Émilie Krohn, tiens, je balance tout. Et Farah nous avait dit, il y a un gars, il s'appelle Paul Mirabel, vous allez voir, il va tout péter. Et c'était juste avant qu'il pète, en fait. Elle avait fait un concours avec lui. Ouais, voilà. Je sais tout. Ah, tu sais tout. Et c'est marrant. Et... Ah bon, Paul Mirabel, ne connaît pas. Elle a dit, vous allez voir. Et puis, quelques mois après, il a tout pété, effectivement. Donc, t'as des gens comme ça, c'est des évidences. À mon avis, Roman Fressinet aussi, tu vois, c'est le genre de gars, c'est une évidence. C'est des gens qui doivent rouler leur boss comme nous tous, mais qui, certainement, par leur talent et un génie, font moins de détours que la plupart d'entre nous, certainement. Ça a vraiment cartonné pour eux, mais il y a du boulot derrière et ils ont connu des bides aussi. Quand tu es arrivé dans le What the Fun, rapidement, tu es devenu MC pour la soirée Allo Samuel. Est-ce que c'est un rôle que toi, tu affectionnes, tu aimes bien faire le MC, animer une soirée de stand-up? Ah, maintenant, j'aime bien, mais à la base, j'aimais pas du tout. Hein. À la base, j'ai juste voulu faire ça pour améliorer mon impro. Voilà, parce que t'as des mecs, Gaëtan, justement, t'as François FK, t'as des mecs à Bruxelles qui sont excellents en impro, et moi, je me suis dit, si j'ai envie de développer vraiment un spectacle, parce que je suis très fainéant, mais si j'ai envie un jour de sortir mon spectacle, il me faut de l'impro. Il me faut la partie impro, parce que pour moi, l'impro, c'est ce qui est le plus efficace, c'est ce qui marche le mieux, c'est t'es dans l'instant, t'es dans le moment. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais me mettre un challenge, je vais me faire violence, je vais devenir MC de soirée, je vais accepter d'être MC, même si c'est pas du tout ma zone de confort. Encore une fois, je suis très tracker, donc quand quelque chose n'est pas prévu, c'est chaud, quoi. C'est vrai qu'au début, j'ai pas pris énormément de plaisir, ça se passait bien, hein. Mais je prenais pas énormément de plaisir, et puis je continue souvent à choisir la facilité, c'est-à-dire dans les transitions entre les artistes, continuer à faire des bouts de sketch à moi, en mode, bon, ça va marcher. Genre, et je fais ça va les chauffer un peu, tu vois. Mais j'aimerais bien être le genre d'MC qui, du début à la fin, improvise, ou du début à la fin, utilise des ficelles 100% MC, mais sans devoir des bouts de son spectacle ou de ses sketchs à lui. C'est pas encore mon cas. Mais maintenant, je me sens beaucoup plus à l'aise. Et maintenant, surtout, bah, cette salle-là, c'est devenu un peu ma salle. Et les gens, c'est devenu un peu, même si c'est des gens différents à chaque fois, mais j'ai l'impression que c'est un peu, bah, c'est mes potes, quoi. C'est un peu mon public maintenant. Je salue les gars. Enfin, tu vois, je prends beaucoup plus de plaisir à jouer avec les gens. Et je me rends compte que, ouais, se mettre en danger et m'obliger à être M6, ça m'a aidé à développer ce que j'avais envie de développer, qui est le côté improvisation, que Dena a de façon innée aussi. Tu vois, Dena qui est MC aussi pour What the Fuck. Je me suis dit, putain, c'est ça que je veux. Je veux une scène à moi. Je veux m'éclater sur une scène à moi et je veux développer mon côté improvisation. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'au Covid. Mais je te trouve bon dans l'exercice en tant que MC. J'aime bien parce que t'es super gentil. Des fois, les MC, ça va être un peu trop agressif, ou ils vont trop vanner. Toi, ça arrive avec un truc cool, relax, drôle, mais tu mets une petite ambiance de on va passer une bonne soirée, les gars. Ça, j'aime bien. Après, ce que j'aime moins, c'est quand tu dis que je vais passer en 3 et que tu m'appelles pour passer en 2. Ça, j'aime moins. C'est vrai. Et le prochain, il s'appelle Régis. Quoi? Mais je suis pas prêt. Allez, Régis. Fais-nous rire. C'est vrai que t'étais pas prêt. Je suis vraiment désolé. Non, mais ça s'est bien passé au final, donc ça va. Mais je voulais le mentionner. Ça, c'est à cause de mon stress. Hein. Balance un nom, c'est pas le bon nom. Enfin, tu vois. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça. Je suis vraiment désolé. Ah, c'est rien. Moi, ça s'était super bien passé, mais j'étais super stressé parce que c'était ma première scène avec le What the Fun. Je me suis dit, il faut que ça se passe bien, il faut que je montre que je sais faire pour qu'il me rappelle, en fait, pour que je puisse refaire des scènes. Et je suis tranquille dans la loge, je relis mon texte, nanana. Et le prochain, c'est Régis Canon. J'ai pleuré sur les 2 mètres qui allaient vers la scène, et après, ça s'est très bien passé. Vraiment, la stratégie, je te pousse dans l'eau, quoi. T'as eu moins de temps pour stresser, et voilà. De toute façon, ton texte, il fallait le connaître à ce moment-là, sinon... Mais oui, je le connaissais, je le connaissais. Mais c'était donc... qui la personne avec qui j'ai switché, tu te souviens? Je crois que c'était Tisha sur scène. Je crois que oui. Ouais, je pense que c'est elle qui devait passer en 2 et qui du coup est passée en 3 et était ravie d'avoir un petit peu de temps. Mais revenons-en à Florent Leçon.
Tu es également devenu chroniqueur radio, d'abord sur la radio Judaïka, ensuite sur Pure FM pendant 2 saisons. Est-ce que toi, c'est un exercice qui t'a plu de faire des chroniques une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines? Ah ouais, j'ai adoré ça. Et j'ai envie de recommencer d'ailleurs. J'ai un peu posé puisque très fatigant quand même, avec tout ce qu'il y a sur le côté, avec la télé aussi, tout ça. Ouais, j'ai adoré ça. En fait, ça a commencé parce que, encore une fois, Gaëtan, il travaillait chez Judaïka. Et il y avait le journaliste de la matinale, on va dire le patron de la matinale, qui m'appelle en disant « Tiens, c'est la dernière de la saison, est-ce que tu veux nous faire un enregistrement pour te moquer de ton pote Gaëtan? Je sais qu'on se connaît pas, mais est-ce que tu veux faire ça ?» Je lui dis « Ouais, d'accord, il n'y a aucun souci. » Et du coup, je leur envoie un sample, on va dire, un petit enregistrement de blague à propos de Gaëtan Delferrière. Et le gars, il m'appelle, il fait « Ouais, c'est marrant, tu veux venir chez nous faire une chronique par semaine? T'es payé autant. » C'était bien payé d'ailleurs, c'était mieux payé que la radio publique. J'ai fait ouais, carrément. Et j'ai trouvé ça hyper drôle de faire ça pendant 1 an chez eux. Et c'était très drôle. Et Gaëtan, il se permettait de faire des vannes. Gaëtan, lui, il est juif, de confession juive. Et du coup, parfois, il se permet des blagues sur justement la confession juive que moi, jamais je me permettrais. Je fais waouh, c'est chaud. Mais Gaëtan, comme il est juif, il l'a fait, tu vois. Du coup, on a écrit une chanson avec Salva de Bernardo où on dit la chanson s'appelle Parce que t'es juif et on lui explique qu'on trouve ça un peu facile comme excuse d'être antisémite juste parce qu'il est juif, tu vois. Ou des trucs. Et ouais, et là je me suis beaucoup amusé parce qu'il y avait encore un effet de groupe. C'était avec Salva di Bernardo, avec Julie Geller, avec Gaëtan et je ne sais plus. Mais chaque jour il y avait quelqu'un de différent et à la fin de la saison on a fait un truc tous ensemble, c'était top. Et surtout à la matinale, ils étaient vraiment top. Donc le journaliste Jim Moscovitch et Alexandre Théron qui était un journaliste français qui est retourné vivre là-bas. Qu'est-ce qu'on s'amusait. C'était à côté de chez moi et j'adorais, c'était les jeudis matins peut-être, j'adorais y aller. Et j'écrivais des trucs en 1 heure, c'était des chroniques éclatées et c'était que des vannes, des inside jokes pour faire rire les journalistes plus que les auditeurs. Et comme c'était une toute petite radio communautaire, je me disais mais personne n'écoute ça, enfin tu vois, il n'y a pas d'auditeur. Et parfois quand même, dans les spectacles au Kings of Comedy ou dans le What the Fun, j'avais une autre personne qui venait voir. Je suis venu vous voir parce que j'aime bien ce que vous faites à la radio. Je me dis donc, c'est marrant. Et puis après ça, ouais, Pure FM parce que c'est Selim de l'émission de Selim et Malou, tu vois. Pure FM qui est devenu typique aujourd'hui, hein. Donc à la RTBF, c'est Céline qui m'a envoyé un message en me disant écoute, je suis tombé sur une vidéo de toi, donc j'avais fait une vidéo pop-em pour un sketch qui s'était mieux passé que Tarmac parce que j'étais un peu plus en confiance, c'était 1 an après. C'était mon premier vrai sketch filmé, on va dire, que j'ai assumé. Et Céline est tombée dessus, c'était filmé le même jour d'ailleurs ce sketch-là que la première vidéo qui a pété de Fanny Rué, tu vois. Ok, ouais. Sauf qu'elle a fait des millions de vues et moi j'en ai fait 10 000. C'est déjà vachement cool. J'en étais content tout de même. Et Céline est tombé dessus, il m'a dit tu viens passer un casting. J'ai passé un casting et ça s'est hyper bien passé. Et du coup j'ai fait 2 ans avec eux. D'abord avec Céline et Malou et puis la matinale a changé mais moi je suis resté. Et c'était vraiment bien. Après c'est difficile, c'est vrai, de se forcer à écrire toutes les semaines, d'être rigolo toutes les semaines. Faut trouver des trucs. Faire de l'humour de répétition d'une semaine à l'autre sur certaines thématiques, ça aide un petit peu, tu vois. Moi, ma difficulté, c'est que j'ai un travail à temps plein à côté. Et c'est vrai que j'ai eu des périodes de grosse fatigue. Et c'était notamment dû aux périodes d'écriture avec les chroniques radio, tu vois. Où j'écrivais mes chroniques jusqu'à 3h du mat, j'allais faire ma chronique à 7h, puis j'allais bosser, et puis, enfin, tu vois, j'ai eu des périodes de grosse fatigue. Du coup, j'ai un peu posé, puis ils ont changé de la matinale, et j'ai pas insisté pour revenir dedans. Mais ouais, j'aimerais bien retenter ma chance à un moment donné, puisque ça aussi, ça m'a obligé à écrire énormément de choses. Et c'est cool, quoi. Tu vois. Alors moi j'ai pas de page Facebook, du coup je vais pas faire ma pub sur les réseaux, sur Facebook et tout ça pour cross-poster tout ça. Mais même sur la page typique et tout ça, j'avais souvent des auditeurs, je les repérais, c'était les mêmes et tout ça, qui te suivent un petit peu. Donc il y a quand même un petit effet de communauté, de gens qui disent ah la nouvelle chronique de Flo, enfin tu vois. Mais il y avait des très bonnes chroniques. Merci. Là, c'est le podcast du compliment. C'est le podcast, c'est compliment. Si j'avais écouté toutes tes chroniques en me disant c'est vraiment de la merde, tu serais pas dans le podcast. Tu sais. J'aurais fait oh merde, pourquoi je lui ai demandé? Je vais essayer de voir s'il oublie cette demande. Toi, sur toutes les chroniques que tu as faites, tu dirais qu'il y a quel pourcentage dont tu es vraiment fier? 1/3. Un tiers. Okay. Ouais, à peu près 1/3. Et puis, il y en a jamais où je me suis dit c'est vraiment horrible. Il y en a certaines où j'ai dit tiens, je les ai mal vendues, tiens, j'aurais pu plus bosser. Non. Mais je m'en veux pas encore une fois parce que souvent j'étais très fatigué. Si j'avais eu une semaine complète pour écrire mes chroniques, alors je m'en serais demandé plus, certainement. Mais là, avec le temps que j'avais consacré, non, il y a 1/3 de chroniques où je me suis dit ouais, elles sont cool.
Tu vois, vraiment. Après, les 2 autres tiers, je vais pas les renier, je les trouvais un peu marrantes quand même, et souvent elles marchaient quand même. Il y avait même des chroniques qui marchaient mieux, alors que j'en étais pas du tout content, que des chroniques desquelles j'étais hyper heureux, et qui marchaient pas trop, parce que c'était un humour plus absurde et peut-être moins populaire, j'en sais rien du tout. Ouais, on va dire un tiers, et du coup, il y a... En tout cas, j'ai pas mal pioché dans mes anciennes chroniques. Des fois, je fais ça. Je vais voir, tu sais, j'ai un drive avec toutes mes chroniques. Donc, peut-être 150 chroniques, j'en sais rien. Même de l'époque judaïka, il y a un drive. Et des fois, je vais dedans et je fais, tiens, est-ce qu'il y a des vannes que je peux m'auto-plagier pour faire cette scène? Et des fois, je vais piocher dans des vieilles chroniques, des vannes que j'ai un peu oubliées, mais qui étaient pas si mal. Mais un vrai plaisir. Parce que les gens étaient cool, parce que les auditeurs étaient cool, et parce que la radio était vraiment chouette. Tu l'as mentionné juste avant, tu as dit que tu n'avais pas de page pour partager tes vidéos et tout. Pourquoi tu mets pas plus en avant ce que tu fais parce que c'est quand même vachement cool ce que tu fais. C'est gentil. Bah, j'ai un Instagram, hein. Et pourquoi j'ai pas de page Facebook? Parce que je sais pas, écoute, c'est le syndrome de l'imposteur, très certainement, à 1000%, c'est ça. Et puis aussi, parce que je me dis, voilà, j'ai mon taf à côté qui me prend beaucoup d'énergie. Est-ce que si je me crée une page Facebook, ça me demanderait d'y consacrer énormément de temps, énormément d'énergie? Oui, certainement. En fait, si tu veux que ta page Facebook fonctionne, ça te demande une implication à 100%. Que j'aimerais mettre. Je suis comme plein de gens qui sont dans mon cas, on a cette frustration d'avoir un taf, de vouloir percer quand même dans le stand-up et dans l'humour à côté, de pas savoir comment faire, etc. Mais au niveau de la page, je sais pas, c'est le syndrome de l'imposteur, le fait c'est difficile de se vendre soi-même aussi. Et puis voilà, et ce petit challenge de me dire, tiens, et pourquoi j'essayais pas de percer via Instagram plutôt que par Facebook? Après, il y a Fanny Rué qui me dit que je suis un gros con et qui me dit que je peux pas percer sur Instagram sans avoir page Facebook, puisque elle, son compte Instagram, ce qui l'alimente, c'est ses fans Facebook. Et un jour, Fanny Rué et Florence Mendes, les deux, faisaient des chroniques de la même émission qu'elle, hein, sur Pure. Un jour, c'est Florence Mendes d'abord qui, en pleine nuit, m'a créé une page, peut-être qu'elle était bourrée, j'en sais rien, hyper gentille, en tout cas, elle m'a créé une page Facebook, Florent Lawson, nanana, avec photo, nanana, elle me passe mon code, elle dit, voici ton code, voici les clés de la maison, nanana, quoi c'est ça? Vas-y mon pote, lance ta carrière. Et j'ai dit merci. Et puis Fanny Rué aussi avec les codes et tout ça. Cette page, je l'ai laissée en ligne pendant 12 heures, pendant lesquelles je sais pas, j'ai réfléchi à ma vie, à la mort et à tout. Et au bout de 12 heures, je l'ai supprimée. J'ai envoyé un message à Fanny et à Florence. Et merci les filles pour ce que vous avez fait. Mais j'ose toujours pas, je suis pas prêt. Et là, elles m'ont dit que j'étais un lâche et un con. Mais j'ai trouvé ça tellement mignon de leur part de l'avoir fait pour moi quand même. Là maintenant, je me dis, mais je devrais lui créer une page. Et après, t'as dit ça, j'ai fait, ouais, je vais peut-être pas lui créer une page. Je vais quand même pas lui faire tout cet effort pour qu'il le supprime. Non, mais quand t'as une page, il faut l'alimenter, il faut avoir des vidéos, il faut des trucs. Alors, écoute, ça viendra. Je me suis dit que j'allais la créer pour la saison 1 des Anonymes. Ça fait 1 an qu'elle est sortie, j'ai toujours pas créé de page. Il y a une saison 2 qui vient. De toute façon, j'arrive à avoir des opportunités et à faire ce que j'ai envie pour le moment, même sans page. Donc ça viendra peut-être à un moment donné quand j'aurai plus le choix. Moi, je vis dans un monde romantique où je pense qu'il y a un vieux producteur, un vieil agent qui sera avec son cigare au fond d'une salle et qui va me dire, écoute Coco, je m'occupe de ta carrière. Parce que ça se passe pas comme ça, la vie. La vie, ça se passe pas comme ça. Peut-être que ce producteur écoute le podcast là maintenant et fait, mais si, oui. Comme le sketch de Gaëtan. Je m'appelle Monsieur Dollar et j'ai beaucoup d'argent. Comme VDB dans son sketch pour le Palma Show aussi. J'ai de la thune, pas tant de thune. J'ai un peu de thune. Encore une fois, s'il y a des producteurs influents, j'ai déjà fait l'appel plusieurs fois. Peut-être qu'un jour ça fonctionnera. Un jour. Bah d'abord, InnoJP, parce que pour moi, InnoJP, le name dropping, on le fera peut-être plus tard. Mais pour moi, s'il y en a un à Bruxelles qui mérite de percer, il s'appelle InnoJP. Je suis à fond d'accord avec ce que tu viens de dire. D'ailleurs, il y a 2 épisodes avec Inno parce que Inno aime beaucoup parler et est très drôle, a les meilleures anecdotes du monde. Donc allez écouter ça. Mais on va pas commencer à parler d'Inno parce que sinon on va parler de notre humoriste belge préféré. On va revenir sur toi. Tu en as parlé juste ici à l'instant. Tu as créé une web-série qui s'appelle Les Anonymes avec Gaëtan Delferrière, avec Émilie Krohn. C'est né comment cette envie déjà d'avoir une série au départ? Parce que je sais que vous avez fait un pilote pour une web-série qui s'appelait La Relève au départ. Ah ouais. Pouah, c'est vrai, La Relève, j'avais oublié ce truc-là. Elle est née d'une bière, très certainement. C'est souvent comme ça que ça commence. Mais c'est avec... On a découvert Émilie, puisqu'Émilie, c'est une ancienne gagnante du concours Next Prince of Comedy Club également. Je crois qu'elle a gagné, elle est en 2015, Gaëtan en 2016, et moi en 2017. On s'est suivis tous les 3. Et du coup, on s'est connus au Kings en faisant des scènes ensemble et tout ça. On s'est dit, tiens, elle est bien la petite Émilie. Très condescendant comme phrase.
base. Et du coup, on l'a prise avec nous. Et la relève, c'était censé être l'histoire de 3 humoristes complètement ringards et nuls, éclatés, mais qui pensent être la relève de l'humour belge, qui en sont persuadés et qui vont suivre des cours de stand-up chez Zidani. Zidani avait accepté de tourner dans Notre Pilote, et qu'est-ce qu'elle était drôle, Zidani, dans Notre Pilote d'ailleurs. Une vieille productrice avec un cigare comme ça, non, enfin une vieille prof de théâtre avec un cigare. Ok les gars, je voulais Coco, je vous explique comment ça se passe. Elle était très drôle. Tu vois, le pilote, je t'enverrai les codes pour le regarder certainement. Ah oui. C'était marrant. Gaëtan, il jouait le rôle d'un gros connard qui nous détestait tous. Émilie Krohn, elle jouait le rôle d'une meuf plus ou moins normale, mais qui avait pas envie d'être là. Et moi, je jouais le rôle du gars très très naïf, qui s'était lancé dans l'humour parce qu'il y avait un sans-abri un jour dans la rue qui lui a dit hey, you look funny. Et du coup, j'ai dit merci monsieur, merci, j'ai trouvé ma voix. Et du coup, et on avait envie de faire un truc très inspiré de The Office où il se passe des trucs, et surtout il y a des interviews en face cam, tu vois, pour rebondir sur la scène précédente ou introduire la scène suivante. On fait beaucoup de face cam puisque c'est un ressort humoristique très connu et très très efficace, le face cam. Et donc c'était un peu comme ça, et on s'est bien amusé à faire ça, sauf qu'on s'est rendu compte que le format n'était pas du tout adéquat à une réussite commerciale exemplaire, on va dire. Mais on s'est bien amusé. Et c'est Stéphane Évrard, qui est un réalisateur bruxellois très chouette, beaucoup de talent, et qui est le présentateur des soirées au festival, le FIF, ça s'appelle, le festival du film. Festival international du film Du film fantastique, voilà. Et c'est lui qui présente ces soirées-là, qui est hyper marrant, et qui a fait quelques scènes aussi What the Fun. Et lui qui nous avait réalisé ce truc-là, et on s'est vraiment bien amusé. Donc il y a Zidani qui a joué dedans, et puis d'autres acteurs dont j'ai oublié le nom, mais dont le mec qui fait les voix de cow-boy et indien dans Panic au Village. Panic au Village, excellent dessin animé d'ailleurs. Très 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 fou, très belge. Benoît Poulvord qui a joué dedans aussi. Il y avait la série, donc tu peux trouver sur YouTube très facilement, puis ils ont fait un long métrage. Et le long métrage, il est fou, il est complètement fou et tellement drôle, mais c'est très très belge, très absurde, et il faut bien s'accrocher, mais hilarant. Nous, on a été le voir au cinéma avec des amis. Quand il était sorti, c'est extraordinaire. Et donc, t'avais ce gars-là qui avait joué justement le sans-abri qui me demandait de faire du stand-up. Voilà, donc ça, c'était la relève. Et puis ça n'a pas trop pris. On n'a même pas constitué de dossier pour présenter à une chaîne ou quoi, parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas le bon format finalement. Et c'est un jour autour d'une autre bière, une deuxième bière, qu'on a parlé des anonymes. Et on s'est dit, ça, c'est un format qui est très facile, qui est très déclinable et avec lequel on va pouvoir s'amuser à l'infini. Et ça, on a construit un dossier pour la RTBF avec le What the Fun en production. Donc la première production audiovisuelle de What the Fun. Aurélie Lejeune qui nous a accompagnés là-dedans avec Raphaël Schroeder. Et on a été pris, quoi. On a été pris. En fait, au début, on avait postulé pour un appel d'offres web-série Instagram. Ils nous ont dit non. Et 3 jours après, ils nous ont envoyé un mail en disant écoutez, pour Instagram, ça va pas. Mais c'est bien que vous ayez eu le panache de nous envoyer votre dossier quand même, parce que, écoutez, il nous reste des fonds de tiroir et on va faire quelque chose. Et c'est vraiment ça. Donc on a construit la saison 1 avec vraiment de la gratte de fonds de tiroir. Ça venait même pas d'un appel d'offres, il leur restait un peu de thunes, quoi. Et donc ils l'ont mis sur nous. Donc c'était vraiment pas un grand budget, c'était 80 000 euros. Un énorme budget dans la vie, mais un petit budget pour une série. C'est juste des chiffres impressionnants, mais c'est vrai que pour une série, c'est pas grand-chose. Une série, hein, c'est des capsules de 3 minutes, il y en a 20, mais 80 000 balles, c'est rien du tout, non, puisqu'il y a beaucoup de gens à payer. Il y a beaucoup de choses et de gens à payer, en fait. Ouais. Mais on s'en fout, on s'est dit, on va prendre cet argent-là et on va pouvoir en faire quelque chose, et on se rendait compte de la chance qu'on avait quand même. Et donc on a lancé ce truc-là, on a appris beaucoup déjà en faisant, on a fait des erreurs, on a eu des succès, et on a signé pour une saison 2 qu'on va tourner dans un mois. J'ai une exclue, je ne savais pas, j'avais pas vu passer ça. Oui, ah oui, c'est une vraie exclue, et je suis pas censé le dire du tout. Est-ce que je peux le garder dans le podcast quand même? Allez, garde-le. Trop bien, j'ai une exclue. Oh, donc dans un mois, vous commencez à tourner. Trop bien. Ouais, on commence à tourner et on a de la chance parce qu'on a des guests. Allez, je peux pas le dire le nom des guests, mais je vais dire un indice. Il y a toi et moi, humoriste préféré de la première saison du Jamel Comedy Club, dont on a parlé tout à l'heure, qui va faire une apparition, ouais, très certainement. Waouh! Ah ouais, il y en a d'autres. Ah, je suis trop content pour vous. Ah, moi aussi. Bon, j'ai pas le droit de balancer tout ça, mais... Donc on est très heureux, et puis on va changer pas mal de choses par rapport à la saison 1, donc le lieu, les lumières, tout ça. En fait, tout ce qu'on n'a pas aimé dans notre travail de la saison 1, on continue, on avance, amélioration continue, tu connais. On a de la chance et on était surpris, pas surpris, mais on était très agréablement surpris, qu'ils nous fassent confiance pour une saison 2, parce que finalement en Belgique, c'est assez rare de faire confiance à des jeunes gens qui sont pas connus du tout. Surtout des stand-uppers, c'est pas vraiment ce qui est mis en avant le plus en Belgique pour le moment. Et après, c'est normal, quand t'as de l'argent, quand tu es la RTBF, quand t'es un bailleur de fonds,
Tu vas plutôt aller vers des formats qui sont, on va dire, plus commerciaux ou plus populaires, avec des gens qui sont déjà connus, qui ont déjà une très grande base, qui vont pouvoir cross-poster avec leur base, tu vois, qui ont des pages Facebook. Non mais c'est vrai, créer un concept humoristique, c'est un partenariat avec des humoristes. Et quand tu veux créer un partenariat, il faut que tes partenaires aient une forte base. Et donc le fait qu'ils fassent confiance à des gens qui n'ont pas cette base, eh ben moi ça me rend un petit peu espoir finalement dans notre service public, Régis. Voilà ce que ça veut dire. Ils prennent un peu exemple sur ce que font les Suisses, la RTS, qui a toujours soutenu l'humour local, on va dire. Et voilà, et ils ont bien raison puisqu'ils ont des sacrés clients et des sacrés humoristes là-bas. Ah, mais je suis super content de savoir qu'il y a une saison 2, d'avoir cette petite exclue. Je sais que ton épisode préféré dans la première saison, c'est l'épisode avec les philosophes. C'est un de mes préférés, ouais, je l'aime bien. Mais ça serait quoi ta vanne préférée de la saison 1? Oh là, c'est dur. Moi, j'aime bien la vanne où vous dites ça parce que je suis noir. Non, je dis ça parce que je suis gay. Ça, j'aime bien. Les philosophes, j'aime bien tout l'épisode. C'était agréable de jouer des personnages qui sont sous. Ah, tu me poses une colle. La vanne, alors celle-là, elle est courte, donc elle est facile à expliquer, je l'aime bien, c'est dans le dernier épisode, qui est un épisode en rafale, et c'est une réunion des gens qui ont le syndrome de la tourette inversée anonyme. Et donc t'as Emily Crone qui explique un peu ses difficultés à vivre avec ce truc-là, qui éternue, et là tout le monde qui crie « À tes souhaits, attention, t'es vraiment quelqu'un de bien, je te respecte énormément !» Et donc c'est le syndrome de la tourette inversée anonyme. C'est de plus en plus difficile à vivre, en fait. Ma famille l'accepte. À tes souhaits, pardon! Je te respecte énormément! T'es vraiment quelqu'un de bien! Après vous! Et ça, elle me fait rire parce qu'elle est simple, mais elle est efficace. Les 2 épisodes que j'ai préférés, c'est le dernier avec le truc en rafale. J'ai vraiment bien aimé parce qu'il y a plusieurs concepts, donc j'aime vraiment c'est varié, c'est rapide, c'est vraiment efficace. Et il y a l'épisode avec les connards anonymes qui m'éclate. J'adore ça. Ouais, parce qu'Inojip est très drôle aussi dedans. Oui, moi le concept est bien. J'étais là, ça, c'est des bons connards, c'est bien fait. Vous avez un petit naturel là-dedans. Mais voilà, vous pouvez aller voir tous les épisodes, ils sont tous disponibles sur Rovio. Je pense qu'ils sont diffusés aussi un petit peu sur la 2 ou je me trompe. Ouais, ils sont diffusés sur Tipeee, à la télé, ouais, des fois. Souvent, même le soir, ils sont diffusés à 20h. Quand ils ont rien à diffuser, hop, ils nous diffusent un de nos épisodes et ça nous fait un petit peu de droit d'auteur sur le compte en banque, c'est chouette. Ah, bah très bien. Mais ouais, droit d'image, droit d'auteur. Mais allez voir ça, tous les épisodes sont sur Rovio. Vous pouvez les regarder quand vous voulez, c'est vraiment bon. Mon épisode préféré, voilà, je le sais. Mais c'est aussi parce qu'en termes d'écriture, on s'était beaucoup marré pendant l'écriture, c'est les véganes anonymes. Parce que voilà, la dernière scène me fait beaucoup rire. Ça marche. J'ai entendu aussi que tu avais un projet pour un autre format, que tu es en train d'écrire une BD avec Salva. Où ça en est, ce petit projet? Ouais, bah, des projets, écoute. Projets, j'en ai plein la caboche. Hein. Il y en a 2-3 dont je t'ai pas parlé qui sont tombés un peu à la trappe quand on s'est rendu compte que c'était difficile à mettre en place. Mais la BD, ça c'est top. Et on travaille avec une super dessinatrice qui s'appelle, sur les réseaux, elle s'appelle Princesse Barbare, vous pouvez voir sur Instagram. Ça c'est une BD humoristico-sensibilisatrice sur les questions de développement durable pour les ados. Et c'est une ASBL qui s'appelle Décide qui est venue me chercher à la base, puis moi j'ai été chercher Salva, parce que Salva est un auteur de BD de grand talent, et puis on a été chercher Princesse Barbare. Ouais, c'est une BD qui raconte, je te fais le petit pitch, qui raconte les aventures entre Anissa et Gérard. Anissa est une adolescente de 15 ans, on va dire, qui est très cool, très intelligente, un peu marrante, un peu rebelle aussi, et qui a les tares des adolescents de son époque, on va dire, et qui a pas la meilleure consommation, pas la consommation la plus responsable, on va dire. Bref. Et puis Gérard c'est un fée. D'ailleurs, il s'appelle Gérard le Fée. Et Gérard le Fée, il a des ailes, hein, comme tous les fées, on va dire. Il a une robe en feuilles, enfin c'est un fée quoi, sauf qu'il a une énorme moustache. Et Gérard, il veut emmener à chaque fois Anissa dans ses aventures, un peu à la Rick and Morty, tu vois. Et Gérard, il veut faire vivre des aventures à Anissa pour lui faire comprendre les problématiques du développement durable, le continent de plastique, etc. Donc là, on est en train de construire un dossier, on a déjà écrit les 2 premières histoires, et on est en train de constituer un dossier pour présenter à une maison d'édition qui s'appelle Dupuis, que tu connais très bien parce que c'est connu. J'aimerais bien publier dans le journal de Spirou aussi. Et je crois que c'est en bonne voie, mais voilà, c'est un projet. Hein. C'est un projet, mais ça avance bien, on s'amuse beaucoup à faire ça. Et moi, c'est la première fois que je travaille sur une bande dessinée, et je suis très bien entouré pour le faire, donc je suis très heureux. Et Princesse Barbare, encore une fois, je l'appelle comme ça, mais c'est plus facile à trouver sur les réseaux, mais qu'est-ce qu'elle est forte, qu'est-ce qu'elle dessine bien. J'ai des questions un petit peu plus générales par rapport à l'humour, pour terminer avec mes questions avant le name dropping, si ça te convient. Si tu devais choisir entre l'histoire racontée par des chaussettes et les anonymes, qu'est-ce que tu choisis?
Attends. En termes de drôlerie, en termes de non, c'est l'histoire racontée par les chaussettes. Et là, mes collègues vont m'en vouloir à vie, mais c'est pas grave. Pour moi, l'histoire racontée par les chaussettes, c'est un bijou. Les anonymes aussi. Alors les anonymes aussi, bien sûr. Et les anonymes, ça m'a ouvert les portes de plein de trucs. Ce que je suis en train de faire en ce moment au Québec, ça découle des anonymes, justement. Et je trouve ça hilarant, les anonymes. Et comme c'est mon projet à moi, avec mes deux collègues, je suis totalement en phase et en paix avec moi-même quand je dis que rien ne dépassera jamais l'histoire racontée par les chaussettes. En termes de format court, c'est hyper marrant l'histoire racontée par les chaussettes. Quel est ton épisode préféré des chaussettes à toi? Il y a la comédie musicale d'Hitler est très marrante. Les Pokémon, encore une fois. Mais je crois que, oui, c'est l'invention de la télécommande. Je crois que c'est un des... Cette vanne est incroyable. Oui, moi, il y a les dinosaures que j'adorais aussi. Les dinosaures est très marrant. Il est super beau aussi. C'est bizarre à dire, mais c'est les plus belles chaussettes que j'ai vues de ma vie. Les dinosaures est bien, ouais. Il y a une vanne à la fin. Je me souviens plus de cette vanne, mais je me souviens qu'elle était très intelligente. Parce que les dinosaures sont hyper intelligents dans cet épisode-là. Oui. On s'en rend compte. Et en gros, ils disent, t'imagines, dans très longtemps, les gens ils vont penser qu'on était cons. Ah non, t'exagères. Enfin, des trucs comme ça, mais je sais plus trop ce que ça raconte, mais ouais, c'est très marrant. Je mettrai un lien vers cet épisode et vers les chaussettes, bien entendu. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de faire de l'humour? C'est se rendre compte que des vannes qui, moi, m'ont fait rire tout seul dans mon canapé la veille et où je me disais, ça va pas marcher. Et me rends compte qu'elles marchent. Ça, c'est extraordinaire. Me dire, non, ça, c'est trop débile. Je vais le faire quand même, mais c'est trop débile. Et puis, ça marche. Et puis, c'est en termes d'écriture, en fait. Parfois, il y a des écritures qui sont très, très difficiles à coucher. Et ça, tu le ressens quand tu es obligé d'écrire une chronique par semaine, par exemple, où tu as des chroniques, c'est très difficile de les accoucher. Très laborieux, on va dire. Et là, tu le ressens en la faisant. Tu sens que c'est moins marrant parce que tu as été chercher des pistes un peu plus faciles ou des blagues un peu plus techniques parce que tu n'as pas eu le mojo au moment de l'écriture. Mais quand tu as le mojo au moment de l'écriture, tu vois ce que je veux dire? Et parfois, ça dure 5 minutes, le mojo. Et il faut le saisir. Hein. Edouard Baird, il l'a pendant toute sa vie, le mojo. Et ce mojo-là, nous, quand on le chope pendant 5 minutes, il faut le choper et il faut gratter à ce moment-là, quoi. Et quand ce mojo, t'arrives à dérouler vraiment le parchemin de la vanne, la revendre le lendemain ou le soir même, ça, c'est les moments de grâce, en fait. Faut arriver à accueillir les moments de grâce. Et voilà. Et voir qu'une vanne que tu fais sur scène fonctionne, quand c'est une nouvelle blague, quand c'est la première fois que tu la testes, ça, c'est les vrais moments de plaisir. Faire une blague qui fonctionne sur scène, mais elle fonctionne pour la 15e fois, pour la 20e fois, pour la 100e fois, tu ressens pas tellement de plaisir. Tu ressens de la tristesse quand tu vois qu'elle fonctionne pas, mais tu ressens plus de plaisir à voir qu'elle fonctionne. Ouais, c'est la nouveauté qui fait plaisir, en fait. Puis la deuxième chose que j'aime vraiment dans le fait de participer au monde de l'humour, c'est les potes, quoi. C'est ça, c'est me dire, ouais, je vais à un plateau et il y aura les potes qui seront là, qui vont jouer aussi et tout ça. À Bruxelles, on a énormément de chance d'avoir une vraie cohésion et tout le monde s'entend bien et tout le monde est très cool. C'est un vecteur de motivation chez moi, intrinsèque, vraiment très fort. Ce serait quoi ce que tu aimes le moins dans le fait de faire de l'humour? C'est la pression, encore une fois, quand tu es obligé d'écrire des vannes avec des deadlines, en se disant, voilà, là, il faut écrire la vanne, mais quand c'est pas un jour où... c'est un jour où t'as pas le mojo, où t'as pas l'inspi, ça, c'est une vraie souffrance. Et on l'a ressenti souvent avec Gaëtan et Emily sur la web-série, je l'ai ressenti souvent quand j'écrivais des chroniques. Quand je m'y prenais à la dernière minute et qu'à cette dernière minute-là, voilà, j'étais pas dedans, c'est une vraie souffrance. Et là, tu te dis, putain, c'est quand même con de souffrir à écrire quelque chose qui est censé être rigolo quand même. Puis les moments de bide, évidemment, le bide. Bien sûr, le bide. Ça, c'est la vie. Et voilà, c'est le mieux si on avait tous notre temps, tu vois, on dirait, ok, je prends une semaine pour écrire ma chronique et chaque jour, je vais cueillir 1 ou 2 blagues par jour et tu vois, qui va fonctionner parce que j'aurai le temps d'y réfléchir et qu'elles me tomberont du ciel. Mais non, dans la vie, c'est pas ça. Tu dois écrire tes trucs un peu à l'industriel parfois et ça, c'est plus difficile. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière? Écoute, pour le moment, je m'amuse bien. Et les choses s'enchaînent, en fait. Il y a une opportunité qui en emmène une autre. Et ça a toujours été comme ça depuis que j'ai commencé ma carrière. J'ai fait une scène qui m'a amené à faire une autre scène, puis une série qui m'a amené à faire un film. Et je sais pas, j'aime bien l'acting. Je me suis rendu compte en tournant dans Les Anonymes que j'aimais bien l'acting, que j'étais pas trop mauvais. Et là, je vais tourner le film, donc avec la coproduction québécoise. Et j'aime bien ça, ouais. Donc voilà. Ça, je me dis, tiens, pourquoi pas retourner faire des castings comme je le faisais au Brésil? Pourquoi pas en faire ici, tiens? J'aime bien ça. Voilà, mais après le stand-up, le vrai plaisir d'être sur scène et que ça se passe bien, ça c'est un truc que j'ai. Et le stand-up, c'est pas quelque chose que je fais en tremplin
pour viser autre chose. Il y a beaucoup de gens qui le font et je respecte tout à fait ça, mais qui choisissent le stand-up comme tremplin pour viser autre chose, une carrière dans la télé, dans le truc, le machin. Moi, c'est pas le cas. Moi, pour le stand-up, c'est une fin en soi et j'adore ça. Donc peut-être que j'ose un jour me mettre en temps partiel sur mon travail, vraiment avoir le courage de le faire, le courage financier de le faire. Okay. Et j'en discutais avec Farah, encore une fois, qui elle a eu le courage de faire cette transition pour pouvoir m'impliquer beaucoup plus dans le monde de l'humour. Sans que ça me pourrisse mes week-ends et mes soirées et que j'ai des cernes jusqu'aux pieds comme c'est le cas depuis 3 ans, tu vois. Que vraiment je puisse m'y impliquer de façon plus sereine et en mettant l'énergie que j'ai envie d'y mettre. Tout simplement. Voilà ce que tu peux me souhaiter, Régis. Eh ben, je te le souhaite. Je te le souhaite. Merci. Ce qui me permet de terminer mes questions et de passer à ce que j'appelle l'interview name dropping. Oh. Donc je vais te demander de me citer à chaque fois un humoriste. Tu dois te limiter à une seule personne. Ça peut être un homme, une femme, français, québécois, allemand, serbo-croate, ce que tu veux. Mais à chaque fois, tu dois te limiter à une seule personne et c'est ça qui est dur. Quel est l'humoriste le plus sympa que tu as rencontré de ta vie? Yacine Bellous. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus? Yacine Bellous. L'humoriste qui pour toi écrit le mieux? Virginie Fortin. Qui sont tous les deux des invités du podcast, allez écouter ça. L'humoriste qui pour toi joue le mieux? Baptiste Le Caplin. Un humoriste qui t'a surpris dernièrement, positivement? Je bouffe pas assez de stand-up, moi, sur Internet en ce moment, j'avoue. Quel est l'humoriste qui t'a surpris dans 2020-2021? Panayotis, on va dire, mais même c'était un peu avant la pandémie. Pour moi, une très grande révélation du moment. Et à la toute fin, je te demande de choisir entre 2 humoristes. Tu dois me dire lequel des 2 te fait le plus rire. Donc clairement, toutes les personnes que je vais citer sont que des gens ultra talentueux. Mais je veux juste savoir c'est qui dans les 2 qui te fait le plus rire entre les 2. Qui est-ce qui te touche le plus? Mais bien sûr, j'ai pris des gens que tu apprécies pour que ce soit compliqué et pour te causer des problèmes avec tes amis. JP. Entre Gaëtan Delferrière, ton ami, et Yacine Bellous, ton idole. C'est horrible comme question. Dans ma vie, celui qui m'a fait le plus rire, c'est Gaëtan Delferrière, parce que je le côtoie journalièrement et il me fait rire tout le temps. Il me fait rire tout le temps, Gaëtan. Mais ouais, en termes de stand-up, idolâtrie, c'est Yacine Bellous, bien sûr. Gaëtan va avoir une grande carrière. Mais je lui souhaite. Entre les Robin des Bois et les nuls. Les Robin des Bois. Entre Émilie Krohn et Farah. Le bâtard. Quel bâtard. Oh non, je peux pas répondre à ça. Waouh. Mais elles ont des qualités tellement différentes toutes les deux. Il n'y a pas de joker, on n'a pas de joker. Mais non. Ah non, je vais dire Émilie. Farah, si tu nous écoutes, franchement, je t'aime. Vas-y. J'adore ce jeu. Mais tu peux justifier tes choix à chaque fois, il n'y a pas de souci. C'est dur. Entre Cody et Pablo Andrés, 2 guests sur la série Les Anonymes. Ouais. Je vais dire Cody. Entre Ino JP et Guillermo Guise. Ouais, c'est dur. Franchement, c'est dur. En termes de chronique, il n'y a pas meilleur que Guillermo Guise. Des Belges, en tout cas. Il n'y a pas meilleur. C'est la sulfateuse. Voilà. En termes de stand-up, pareil. Je veux dire Guillermo Guise, mais Ino JP est pas loin. C'est ma réponse. Ino JP, il est extraordinaire. Je pense qu'il doit développer sa communication, mais on sort pas tous de l'IEX. C'est la fac de communication. Beaucoup d'humoristes qui percent sortent des facultés de communication. C'est pas le cas d'Ino JP, il est pas bon en communication, et je pense que s'il avait fait une fac de communication, il serait tout en haut de la pyramide. Mais je dis quand même Guillermo Guise, parce que Guillermo Guise, je suis moins proche de lui personnellement, même si je le connais, mais c'est vrai que j'ai pas l'occasion d'autant lui parler que ce n'est le cas avec Ino JP. Ouais, très franchement, qu'est-ce qu'il est fort, quoi. Qu'est-ce qu'il est fort. Mais les 2 sont incroyables, mais Guillermo a pris une avance, et peut-être que Ino le rattrapera, mais... Ouais. C'est deux gros talents belges. Je pense que Guillermo Guise est un sacré travailleur aussi. C'est Cédric, encore une fois, le patron des Kings of Comedy Club, qui un jour m'a dit, tu sais, Florent, si tu veux percer, il n'y a pas de secret. 2 choses. Premièrement, tu lâches ton emploi. Comme ça, tu te mets en danger financièrement et tu seras obligé de percer pour survivre et de rembourser ton appartement. Donc ça, c'est le premier conseil qu'il m'a donné, que j'ai pas encore eu le courage de suivre. Et le deuxième, il m'a dit, Guillermo Guise, lui, il se réveille
Et à partir de 9h du matin jusqu'à 17h30, comme un horaire, un horaire normal de travail, lui, il écrit des blagues. Ok. Donc il se lève, il écrit des blagues. Il s'est mis, en tout cas, il se dit pas, ok, j'ai pas d'horaire fixe. Non, il s'est mis des horaires fixes pour écrire. Et donc ça, c'est la deuxième chose. Et je pense que réellement, Guillermo Guise, il fait ça. Et je pense que c'est un des vecteurs de sa réussite, c'est son travail, très certainement. Mais en tout cas, ça paye parce qu'il est juste impressionnant. Entre Alexandre Kominek et Thomas Wiesel. Alexandre Kominek. Même si j'aime beaucoup Thomas Wiesel et je respecte énormément ce qu'il fait, Kominek a une force humoristique pure, plus grande. D'ailleurs, plus grande que la majorité d'entre nous. Kominek a joué dans la saison 1 des Anonymes et qu'est-ce qui nous a fait rire. Qu'est-ce qui m'a fait rire pendant le tournage, et il a porté des vannes, il a improvisé. Très drôle, très drôle. Très bon Hitler, ce qui est une phrase bizarre à C'est vrai. dire, mais ce qui est vrai. Entre Arnaud de sa mère et Baptiste Le Caplin. C'est dur encore une fois, mais je dirais Baptiste Le Caplin. Baptiste Le Caplin, pour moi, c'est un des tout meilleurs. Donc, Arnaud aussi, Arnaud de sa mère aussi. Il est très bon. Et je regardais, on ne demande qu'à en rire, vraiment pour lui. Presque exclusivement pour lui, en fait. mais Baptiste Le Caplin, ouais. Baptiste Le Caplin, en fait, dans son jeu d'acteur aussi, tu vois, dans la mini-série Pitch sur Canal+, qu'est-ce qui était drôle, là. C'est écrit avec Florent Bernard, si je dis pas de bêtises. Quoi, qu'est-ce qu'il joue bien, quoi. Et l'actrice qui joue avec lui aussi, j'ai oublié comment elle s'appelle. D'ailleurs, j'ai jamais su comment elle s'appelle. Tu vois, qui joue son assistante ou sa secrétaire dans la série. Ouais, je vois, mais je saurais pas te dire le nom de Elle l'actrice. joue hyper bien. Enfin, bref. Entre Roman Frécinet et Aymeric Lompré. Oh là 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 là. Roman Frécinet. Voilà. Oh. Et je vais me justifier à chaque fois en disant même si, blablabla. T'as compris. Même si Aymeric Lompré est un génie. Il faut bien se rendre compte que j'ai choisi exprès des gens que je sais que tu aimes bien, que je sais que tu Et en trouves plus, bons. t'as choisi des gens qui ont une même sensibilité et un même style, je trouve. Parce que Oui. tous les deux, ils sont hyper marrants, mais tous les deux, ils font un peu de l'humour parfois, un peu de l'humour entre guillemets engagé, social et tout ça. Aymeric Lompré, très fort. Il fait de l'humour de gauche, qui est très drôle d'ailleurs. Et Frécinet aussi, parfois, dans ses chroniques, il met quand même des messages intéressants et importants, etc. Ouais, ils sont extraordinaires tous les deux. Entre Blanche Gardin et Marina Rollman. Marina Rollman. Blanche Gardin a été tellement gentille avec moi. Et je la trouve extrêmement drôle. C'est chiant de devoir justifier à chaque fois. Mais elle est vraiment gentille dans la vraie vie, Blanche Gardin. J'ai fait une photo qui est hyper moche, puisque je voulais une photo avec elle. C'est la pire photo de ma vie, puisqu'on était enfin bref. Mais quelle gentillesse. Et puis elle est vraiment très drôle. Mais ouais, mais Marina Rollman, non, en termes d'écriture, Marina Rollman, pour moi, c'est difficile de faire mieux, quoi. Et dernier choix, entre Kairon et Shugesame. Kairon. Là, c'est le côté un peu franchouillard, certainement. Kairon, parce qu'il y a aussi ce côté, la bande à bref, certainement, qui compte un peu pour moi, tu vois. Ça m'a fait rêver et tout ça. Donc, il y a peut-être un peu ça aussi. Il y a... comment s'appelait son film autobiographique, en tout cas, qui parlait de l'histoire de ses parents, et qui était très beau. Nous trois ou rien, ça s'appelait Nous trois ou rien. Et j'avais beaucoup aimé ce film-là. Donc, il y a aussi ce côté réalisateur que, voilà, j'avais trouvé très chouette. Qui est-ce que je devrais inviter dans le prochain épisode? Qui est-ce que tu aimerais bien entendre dans le même exercice et savoir tout son parcours? Bob Burnham, En francophone peut-être? D'ailleurs, on a parlé que d'humoristes francophones. On n'a pas parlé des Anglais. Oui, mais dans mes recherches, je n'ai pas vu si tu écoutais beaucoup d'Américains, d'Anglais, tout ça. Donc j'ai essentiellement choisi des Belges, des Français et des Suisses. T'as raison. Mais les plus connus, Louis C.K., Dave Chappelle. Dave Chappelle, il m'a tellement fait rire. Ouais, bien sûr. Bob Burnham, bien sûr, mais comme tout le monde. Et Ricky Gervais, évidemment. Oui. Alors, mais c'était quoi? Oui, le prochain que tu devrais inviter. Écoute, c'est pas vraiment un humoriste, mais c'est un gars qui, je trouve, a un parcours extraordinaire, qui est plutôt auteur et acteur. C'est Flaubert. C'est Kian qui dans l'épisode précédent me recommandait aussi d'inviter Flaubert. Donc tous les gens qui naissent à Reims m'imposent Flaubert, mais ce serait avec grand plaisir, franchement. Ah ouais. J'aime tout ce qu'il fait. Et ça se voit que c'est un gars intelligent. Ça se voit que c'est un vrai gars intelligent et un vrai gars cool. Du coup, voilà, c'est ça que je te conseillerais. Parfait. Merci beaucoup. J'en prends note. Franchement, je pense le contacter vraiment. Raphaël Descraques. Enfin, je sais pas, il y en a plein. S'il faut citer un, Flaubert. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci d'avoir pris le temps. Je t'en prie, merci à toi Régis, c'est super cool.
Et puis, Attends. on se revoit bientôt sur les scènes à Bruxelles, certainement. Ben, avec grand plaisir. Je sais que tu joues le 15 août au festival Il est temps d'en rire. Je ne sais pas si tu joues avant, mais... Ouais, je joue avant, je joue avec Fanny Rué, on fera un 30 minutes chacun. J'ai oublié la date, j'ai complètement oublié la date. Je vais faire un 30-30 aussi avec Nikos. Tu vois, Ok. Nikos, Oui, je vois humoriste bruxellois aussi, de renom, qui est jeune, mais qui est très travailleur, Nikos. Qu'est-ce qu'il bosse? Il bosse beaucoup pour l'humour. Hein. Après, à côté des études, il en branle pas une. Mais, mais il écrit énormément, il lance plein de projets. Non, non, j'ai des scènes qui s'additionnent pas mal pour cet été et ça fait du bien. Eh ben, Donc super. on se verra très certainement. Et puis à Samuel, Oui, à fond. hein, je te ferai passer. Merci d'avoir écouté Humeur humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.